Alors, je vais faire une petite intro, mais ma première question, pour que tu sois pas surprise, c'est toujours comment t'étais à 7 ans. D'accord. Tic-tac, tic-tac. T'as quelques minutes pour réfléchir. Ok. Je déteste ça. Je comprends. Allez, Je suis pas là. décollage hors de la zone de confort. 3, 2, 1. Salut, je m'appelle Clémence Bodoc et je vais vous présenter une ancienne petite fille sage qui a arrêté de l'être. Ce podcast s'appelle Sois gentil, dis merci, fais un bisou parce que c'est une phrase que j'ai trop entendue moi-même étant petite et en grandissant lorsque des adultes la répétaient à des plus petites que moi. Sauf qu'on n'arrive à pas grand-chose dans la vie en étant juste une gentille fille qui dit merci et qui fait des bisous sur demande. Alors j'ai voulu donner la parole à celles qui ont réussi à sortir des cadres, des boîtes, à se libérer des injonctions contradictoires, à se défaire des croyances limitantes qui les auraient cantonnées à des rôles bien stéréotypés. Sois gentil, dis merci, fais un bisou n'est pas le podcast des insolentes. C'est celui de femmes ordinaires au destin extraordinaire, juste parce qu'elles ont décidé de faire ce qu'elles voulaient. Elles ne sont pas plus insolentes que la moyenne, elles sont juste celles qu'elles ont décidé d'être. Et l'ancienne petite fille sage que j'accueille aujourd'hui s'appelle... Jack Parker. Bonjour. Alors, je t'appelle par ton pseudo ou par ton Prénom, c'est bon. Maintenant, je me présente avec mon pseudo et ensuite on me parle avec mon prénom parce que ça va. J'arrête de cacher mon identité. Tout le monde l'a trouvé de toute façon. Donc, Mais c'est un truc que tu voulais faire? Tu voulais continuer à utiliser ton pseudo? Non, en fait, je pensais pas déjà qu'il allait coller autant. J'avais pas prévu quand j'ai créé ce pseudo sur internet et que j'ai commencé à écrire des articles pour un petit feed qui s'appelait Mademoiselle. Je me suis dit, bah. C'était quand? C'était en 2008. Ouh. T'avais quel âge? J'avais 20 ans. Enfin, j'allais sur mes 21. Donc c'était l'année de mes 21 ans. Et à l'époque, c'était juste Jack. Et après, en plus, c'était stylisé avec entre accolades et avec un point entre chaque lettre. Et au bout d'un moment, pour le format des articles, Fab, il m'a dit, ça m'emmerde ton truc. Là, c'est vraiment la mise en page, ça chie tout. Donc, est-ce que tu peux changer? Et du coup, je suis passé sur Jack Parker, bien écrit. Et c'est resté dans l'esprit des gens. Et à l'époque, comme je me livrais vachement sur Mademoiselle, notamment sur ma vie sexuelle, mon intimité, tout un tas de trucs, et que j'ai un prénom et un nom de famille qu'on trouve pas, je m'appelle pas Marie Durand, quoi. Donc tu t'appelles Taous Merakchi. C'est vrai, c'est moins courant que Marie Durand. Donc on n'en connaît pas 1000 en général des Taous déjà, et des Taous Merakchi encore moins. Donc je voulais pas que ça retombe sur ma famille qui avait pas demandé à être exposée. C'est pas parce que moi j'ai fait ce choix-là que je voulais l'imposer à ma famille, qui est très pudique pour le coup. Et bon, maintenant que je suis passée en mode mainstream et que je suis dans les librairies, madame. Bravo, félicitations. Du coup, je me dis, bon, ça va, je peux commencer à communiquer là-dessus. Il n'y a plus trop de risques. Au pire, on retrouvera des vieux trucs de l'époque de Mademoiselle et on me dira, ah. Et j'aurais oublié. Et ça va me faire mal, mais ça va être marrant. Alors, bienvenue dans mon podcast sur les enfants sages qui ont arrêté de l'être. Je connais un petit peu ton histoire. Mais... Parce que, comme tu viens de le dire, t'en as beaucoup parlé sur Mademoiselle. Tout à fait. Mais pour faire la même chose que toi, c'est-à-dire travailler aussi sur Mademoiselle et me livrer aussi de plus en plus, je sais qu'on ne livre que ce qu'on veut bien livrer. Oui, quand même. Il y a plein de facettes de toi et de ton histoire que j'ignore et que j'espère découvrir. Pour commencer, la question que je pose à toutes mes invitées, je voudrais savoir comment t'étais quand t'avais 7 ans. Quand j'avais 7 ans, j'étais au paroxysme de la gogolerie. J'étais une enfant parfaite, dans le sens où j'étais polie, éveillée, curieuse, sociable. Je m'amusais de tout. J'étais émerveillée par tout ce qui m'entourait. J'avais mon bon petit caractère aussi. J'étais la meilleure de ma classe. Et en même temps, j'étais pas une intello du tout, quoi. Je me roulais par terre dans la cour. J'étais à la fois garçon manqué, je faisais partie de toutes les bandes. J'avais pas une clique. Donc à la fois garçon manqué, à la fois découverte entre fifi on s'appelle la veille pour dire comment on s'habille le lendemain et on s'habille toutes pareilles. On se faisait des nattes à la fifi brin d'acier avec du fil de fer pour les faire tenir perpendiculairement à nos crânes. Et donc j'étais dans plein d'activités sociales, j'avais plein d'amis et tous les profs m'adoraient alors que j'étais chiante parce que vraiment j'étais insolente, mais tu sais c'est l'insolente que tu peux pas détester parce qu'elle est cool et qu'elle est douée. Un peu Hermione Granger dans le style d'insolence. Alors j'ai très peu de références à Harry Potter, là tu me fous la honte parce que du coup tout le monde va découvrir ça. Mais ouais, je crois elle était plus intello que moi elle, hein, quand même. Parce que ouais, elle est badass d'après ce que j'ai compris et elle ouvre sa gueule et c'est quand même elle qui sauve le cul de tout le monde. Mais elle est quand même très... attention, faut pas briser... Elle a peur de briser les règles. Alors, moi, j'en avais rien à foutre. Ce serait qui ton avatar pop culture? Excellente question. Bah ouais, Fifi brin d'acier. Hein.
Mimi Cracra, Fifi Brin d'Acier, un peu des deux, Tom Sawyer. Et en fait, physiquement, tu ressembles à quoi? T'avais les cheveux longs, par exemple? Non, j'avais les cheveux au carré. C'est l'année où on me les a coupés, d'ailleurs. J'étais partie en vacances avec mon père, toute seule, et j'avais les cheveux jusqu'aux fesses, donc les cheveux bouclés très longs. Et très vite, il s'est rendu compte que c'était une tannée à coiffer. Donc il m'a dit, oh tiens, tu sais quoi, on va les couper, ça va être marrant. En fait, c'est juste parce qu'il avait la flemme de les coiffer. Et on était en vacances à Marseille, il m'a coupé les cheveux au carré et il a jeté mes cheveux par la fenêtre en disant voilà, comme ça il y aura toujours une partie de toi à Marseille sur la canebière et les oiseaux pourront faire leur nid avec tes cheveux. Et du coup, j'ai trouvé ça poétique et après, je me suis rendu compte que putain, il m'avait enlevé ma crinière, ce con. J'avais des boules. Donc, ouais, j'avais les cheveux au carré. J'étais habillée de façon extrêmement basique, comme tous les enfants des années 90. C'est-à-dire ce qu'on appelait à l'époque des caleçons, qui sont aujourd'hui des leggings. Maintenant, c'est à la mode, mais à la base, c'était des caleçons fleuris avec des sweats naf-naf ou ce genre de trucs et basket à scratch. Parce que je savais pas encore faire mes lacets. J'ai appris à 7 ans, justement. C'est mon amoureux Joseph Kardec qui m'a appris à faire mes lacets à 7 ans. J'avais besoin d'un homme déjà à cet âge-là. Tu es en train de me dire beaucoup de choses sur lesquelles il faudra qu'on revienne, mais... Ah, mais tu me lances sur ma vie, mais c'est le sujet sur lequel je suis le plus bavarde. Tu m'aurais lancé sur la philosophie encore, j'aurais dit 3 phrases, mais... Donc, 7 ans, t'es cette petite fille plutôt sage, intello, mais insolente, comme tu dis. Ouais. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as exprimé une ambition professionnelle? La première fois que tu mettrais le mot là-dessus, d'ailleurs. Oh, j'en sais rien, parce que je sais que j'ai été élevée par des parents qui m'ont toujours dit que je pouvais faire ce que je voulais. Donc j'ai pas eu ce truc que beaucoup de gens ont de la peur de décevoir les parents, devoir suivre une voie en particulier. Moi, mes parents m'ont toujours dit du moment que t'es heureuse, on s'en fout. Mon père tenait quand même à ce que je fasse de très longues études, que j'ai 43 doctorats, que je parle 18 langues. Ça ne s'est pas fait. Mais du coup, toutes les semaines, je venais avec une nouvelle lubie en disant « Ouais, je vais être vétérinaire, ouais, je vais être journaliste ». Et à chaque fois, il me disait « Ok ». Mais comment ça se traduisait la pression de ton père? Tu dis qu'il tenait à ce que tu fasses des études sérieuses. C'était un homme très compliqué qui voulait que je sois lui en femme. Et je pense qu'au fond de lui, il aurait aimé être une femme. Et il a essayé de me façonner tel qu'il se voyait lui au féminin. Alors que c'est un homme qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui était érudit, enfin, il était savant. Tu pouvais le lancer sur n'importe quel sujet. Il était incroyablement brillant, mais parce qu'il avait beaucoup de temps pour apprendre. Mais il n'a jamais bossé, il n'a jamais pris ses responsabilités. Humainement, il était nul à chier. Donc, il a fantasmé une image de lui qu'il a ensuite projetée sur moi. Donc, ça faisait vraiment double peine. Et il fallait que je sois... que je parle bien. Tu vois, là, par exemple, j'ai dit « je parle bien », il m'aurait repris. Repris. Oh, papa, désolé. De toute façon, il est mort, on s'en fout. J'avais pas le droit de dire non. Fallait que je dise non. Fallait pas dire « ja » ou « cheveux ». Enfin, il y avait vraiment une pression que ma mère me mettait absolument pas de tout faire correctement et il m'utilisait vachement pour se faire mousser auprès de ses potes parce que regardez ce que j'ai créé, mon œuvre absolue. C'était un peu Pygmalion, quoi. Et j'en avais pas pris la mesure à 7 ans encore. Mais je la ressentais et j'avais peur de mon père et j'avais peur de le décevoir, mais je mettais pas encore les mots dessus, quoi. Et je me suis construite avec ça, donc d'un côté avec une mère hyper encourageante, hyper ouverte, et de l'autre avec un père qui avait l'air d'eux, mais en fait pas du tout, qui était vachement plus strict que ce qu'il pensait. Et quand est-ce que tu as mis le mot là-dessus tu viens de parler de la peur de le décevoir. À quel moment dans ta vie tu t'es rendu compte que t'avais la peur de décevoir ton père? Ça s'est fait tard, je pense, parce que vraiment je suis passée par un micmac d'émotions par rapport à lui. Parce qu'en plus, j'ai fait mon Oedipe comme beaucoup d'enfants. Donc, j'étais amoureuse de mon papa. Après, j'avais peur de mon père. Mais lui le sentait et me disait régulièrement t'as pas peur de moi, j'espère. Parce que ça lui brisait le cœur, l'idée que sa fille puisse avoir peur de lui. Et moi, ça me brisait le cœur de lui dire ça. Donc, je lui disais non, évidemment que non. Donc, du coup, on était dans un piège. Et t'avais quel âge à ce moment-là? Là, c'est toute la primaire, collège. Et tes parents étaient séparés à cette époque? Ouais, ils se sont séparés officiellement quand j'avais 6 ans pour de bon, mais en vrai, ils s'aimaient déjà plus depuis un moment. Ils ont essayé pour moi, puis très vite, ils se sont rendus compte que même pour mon développement personnel, c'était mieux de les avoir chacun de leur côté plutôt qu'ensemble et malheureux. Je l'ai compris tout de suite et j'en ai pas souffert. Enfin, je croyais. Je me suis rendu compte plus tard que je n'avais aucun souvenir de mes parents qui s'aimaient et qu'en fait, ça m'avait un peu atteinte, plus que ce que je pensais. Et après, j'ai rejeté mon père très violemment pendant mon adolescence, en disant que je le détestais, que je le haïssais. Puis
je suis repassée par l'idolâtrie totale et absolue. Et du coup, il m'a fallu énormément de temps avant de pouvoir dire putain, en fait, il me fait flipper le con, quoi. J'ai super peur de le décevoir et je vis dans la peur constante de le décevoir. Et je le décevais de toute façon, quoi que je fasse. Et il me le disait clairement. Donc, ça, il s'est pas gêné pour ça. Ça a été très, très douloureux. Tu penses qu'on peut réussir à ne pas décevoir nos parents ? Bah ouais, parce que j'ai pas déçu ma mère. Mais parce qu'elle Qu'est-ce qui est différent avec ta mère ? a pas projeté des trucs sur moi. Et que son seul but dans la vie, c'est que je sois heureuse. Et elle a bien vu parfois que je m'avançais sur des chemins un peu pourris. Et elle s'est dit, tant pis, c'est son chemin c'est son chemin à elle. C'est par là qu'elle a besoin de passer pour être heureuse. Elle avait plein de gens dans son entourage qui lui disaient, mais tu fais n'importe quoi, t'élèves mal ta fille, tu fais des choix de merde, tu cèdes à ses caprices. Et on voit le résultat aujourd'hui. Je suis désolée, c'est elle qui avait raison. Et elle est extrêmement fière aujourd'hui, elle me le dit clairement. Mais après, je pense que c'est un modèle assez exceptionnel, ma mère. Et je dis ça en toute objectivité, c'est-à-dire que même ma psy, qui était partie pour me dire attention, hein, moi j'ai plutôt tendance à chercher les problèmes du côté de la mère que du côté du père, elle a été forcée d'admettre à un moment que ma mère n'a pas grand-chose à lui reprocher quand même. Donc non, je sais que à aucun moment j'ai déçu ma mère, jamais. Et que je pense qu'il faudrait que je fasse quelque chose de très très sale pour la décevoir et ça risque pas d'arriver. Non, mais c'est vraiment intéressant ce que tu viens de dire sur... en fait, tu peux pas décevoir quelqu'un qui n'a pas d'attente, d'attente négative, entre guillemets. C'est-à-dire c'est ça. Qui place pas la barre, en fait. Mais je me souviens que je lui ai posé la question quand j'étais gamine plusieurs fois, lui dire si je tuais quelqu'un, tu m'aimerais encore, si je faisais ce genre de truc, tu m'aimerais encore. Et à chaque fois, elle me disait ce serait difficile, mais oui, parce que t'es ma fille et que je t'aimerais toujours, quoi que tu fasses. Alors oui, ce serait chaud. Et elle me disait clairement, je serais pas heureuse et je t'encouragerais pas. Mais donc elle me disait, s'il te plaît, ne le fais pas. Je l'ai pas fait. C'est vraiment le seul truc qui m'a retenue, hein, parce que j'avais très envie de tuer quelqu'un. Son humour noir, j'adore. Ça, je le tiens de mon père, pour le coup. Donc, t'as jamais déçu ta mère. Est-ce que tu t'es déjà déçu toi-même ? Oh oui. Et la première fois, c'était quoi ? C'était quand ? J'en ai aucune espèce d'idée. Je t'avouerais que... Comme mon adolescence s'est passée dans une espèce de flou et de mélasse et de mélange entre je savais plus en quoi j'étais responsable de mon malheur et en quoi les autres l'étaient. Je pense qu'il y a un moment à cette époque-là où je me suis dit je suis une merde, j'ai raté quelque chose. Ou alors je crois que c'est peut-être après avoir quitté le lycée. J'ai arrêté après avoir redoublé ma seconde en cours d'année à 16 ans, en voulant faire le CNED, les cours par correspondance, en me disant, parce que je ne pouvais plus aller à l'école, j'étais dans un état dépressif monstrueux. T'as été victime de harcèlement scolaire ? J'ai été victime de harcèlement scolaire au collège. Du collège ? Ouais. Donc de la 6e jusqu'à la 3e non-stop. Ensuite, je suis arrivée au lycée et j'étais tellement dans un état d'esprit de victime que je me suis fait des potes et c'était un peu mieux, mais il y avait quand même, genre à la pause déj, il y avait un jeu que les mecs faisaient, c'était celui qui arrive à balayer ta housse, il a gagné. En même temps, je faisais 40 kilos, donc c'était extrêmement facile, quoi. Et ils arrivaient, c'est moi, comme beaucoup de filles, hétéros en tout cas, je pense, je confondais leurs gestes avec de l'affection, parce que tu sais, tu grandis en disant oui, s'il tire les cheveux, c'est qu'il est amoureux de toi. Non, c'est la merde. Alors, je vais rectifier, c'est pas qu'on confond, c'est qu'on nous dit. Oui. On nous apprend que c'est ça. Oui, tout à fait. C'est vraiment du travail de débrancher cette construction-là, parce que vraiment, c'est ce qu'on te dit. Ah oui, non, moi je l'ai fait que très récemment. Hein. Je suis petite, mon frère me tape, et je vais dire à ma mère, mon frère me tape, mais c'est parce qu'il s'ennuie. Qui aime bien châtie bien, quoi. Il y a une expression pour ça. Mais non, c'est absurde. Je reviens 2 secondes, tu as dit que tu étais entrée au lycée avec un état d'esprit de victime. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? C'est quoi un état d'esprit de victime ? C'est que je suis arrivée au collège et donc dès le premier jour, je me suis pris des projectiles dans la gueule et on m'a clairement mis l'étiquette souffre-douleur sur la gueule. Ça n'a pas arrêté pendant 4 ans et à force d'entendre un truc tous les jours, tu finis par le croire. Et comme on me répétait tous les jours que j'étais moche, que j'étais nulle, que je servais à rien, que personne m'aimait, que j'arriverais à rien dans ma vie, que à cette époque-là, je voyais pas mon père et je sais même plus comment ça s'est su, mais ils l'ont su, ils m'ont dit, tu vois, même ton père, il veut pas de toi. Des trucs extrêmement violents. En gros, suicide-toi, ce sera mieux pour tout le monde, quoi. Et en même temps, je pense que ça les aurait fait chier que je me suicide parce que déjà, ça aurait fait mal à leur conscience et en plus, ils auraient plus le plaisir de me torturer parce que vraiment ils y prenaient plaisir, quoi. Il y avait un plaisir sadique et je le voyais sur leur tête et donc quand je suis arrivée au lycée, je me suis dit allez, je vais me réinventer, ça va changer, ce sera différent cette fois, je deviens celle que je suis en fait au fond
que je n'ai jamais cessé d'être, mais juste qui a été en veille. Et je me suis retrouvée dans le lycée, quoi. Tu sais, les cliques, les meufs populaires, et super bien sapées. Et puis moi, j'arrivais, on n'avait pas trop de thunes avec ma mère, donc j'étais un peu sapée n'importe comment. Je savais pas me maquiller, je savais pas me coiffer. Donc très vite, on m'a écartée du groupe des belles meufs. Et je me suis dit, bon, je suis toujours la même, en fait. Et je mérite toujours ce statut-là. Et du coup, ça sert à rien de chercher plus loin. Et j'ai persisté dans ce rôle-là parce que jusqu'à ce que je pète les plombs et que je commence à boire et à fumer et à faire tout ce que beaucoup de gens font pour oublier et aussi pour se sentir intégré, parce que c'était un truc qu'on faisait en groupe. C'était cool d'aller fumer des joints, sécher les cours pour aller fumer des joints, tu vois. Au moins j'avais du calme, pardon, c'est mon téléphone qui vibre. J'avais un rôle pour une fois, j'avais une place, mais c'était nul à chier, quoi. C'était une catastrophe. En fait, cet état de victime, je trouve que c'est révélateur de se dire, t'es arrivée au lycée en voulant être celle que tu es. Et juste parce que, quelque part, c'était pas immédiat, et ça peut se comprendre vu ce que tu venais de traverser. Bah oui, puis je pense que c'est comme les animaux, ils ont senti la peur sur mon... tu vois, c'était tout dans mon attitude, il y avait pas... Dans mon état d'esprit, il y avait vraiment cette idée de je veux changer, mais toute mon attitude criait marchez-moi sur la gueule, je vous dirai rien, quoi. J'avais pas du tout l'attitude que j'ai aujourd'hui de bulldog, ça c'est venu bien après. Et c'est le travail que je suis en train de faire, dont j'ai parlé plusieurs fois justement, dont dans ma lettre, dans la lettre à l'ado que j'ai été. Ce travail que je fais sur la colère, parce que c'est ça qui m'a permis de m'affirmer. Mais maintenant, j'en ai plus besoin, quoi. J'ai plus besoin d'agir comme ça. Elle est née quand, cette colère ? Au collège. À force de subir ça tous les jours, d'avoir aucun soutien de nulle part, d'être vraiment profondément mal aimé, ou peu aimé, pas aimé, voire complètement détesté viscéralement, et de voir que personne ne me sortait de là, il n'y avait personne pour me sauver, personne pour m'aimer comme je suis, enfin comme j'étais. Et j'avais une amie qui était pas dans le même collège que moi, qui me disait, mais si seulement il pouvait te voir comme moi je te vois, tout le monde t'adorerait. Et je me souviens, cette phrase, tu vois, 20 ans plus tard, je l'ai encore dans la gueule, elle m'a vraiment marquée, parce que je me disais, mais je suis comme je suis, en fait. Je comprends pas... Je suis comme ça. Pourquoi ça marche pas avec les autres ? Parce que je me souviens, il y avait un clown dans la classe, le mec qui était super marrant, et je faisais les mêmes blagues que lui. Et sauf que quand c'était moi qui les faisais, ça marchait pas du tout. Et les gens se foutaient de ma gueule, et ils me disaient que j'étais pas marrante, et ils me jetaient dans la poubelle, et tu dis, super, bon quoi ça sert d'essayer, en fait, quoi. C'était... Ouais, je m'endormais tous les soirs en rêvant de... C'est pour ça que... Alors, il faut que je fasse très attention à comment je formule ça, que je comprends ce qui peut pousser des élèves à faire des fusillades dans les collèges et les lycées, enfin dans les lycées principalement. Je ne l'excuse pas, jamais de la vie. Je ne le justifie pas, il ne faut pas le faire, jamais. C'est pas une solution du tout. Mais moi, je me suis endormie tous les soirs avec des scénarios de vengeance et des trucs de ce style où vraiment je débarquais, je défonçais tout le monde et je mettais tout le monde à mes pieds. Et je comprends comment ça peut pousser à l'extrême. Mais bon, après, voilà, la preuve, je n'ai jamais agi sur ça, j'ai jamais fait de mal à personne, donc on peut très bien avoir ces envies-là sans agir dessus. Je pense qu'il y a un autre facteur qui vient, qui vient se placer, qui relève d'un tout autre débat. Mais je pense qu'il y a une énorme violence au collège, au lycée. Ouais. Et alors, moi, j'ai eu la chance de faire un an à l'étranger, au lycée, justement. Et en un an, j'ai tellement appris sur la socialisation des groupes. Ouais. Et c'est quelque chose ça nous manque complètement. Et en vrai, donc moi, j'ai pas vécu d'harcèlement scolaire à l'école, mais j'en ai vécu. Première expérience professionnelle. Vraiment une meuf elle avait 30 ans, moi 23. Et c'était la bully de lycée, quoi. Et donc, ça m'avait pas atteint quand j'avais 15 ans, donc j'allais pas me laisser atteindre à 25 ans. Mais en fait, ça m'avait tellement désarçonné en me disant, mais je pensais que... oui, j'étais censée avoir laissé ça derrière, fini, quoi. C'est genre, oups là, j'ai évité les balles, ça y est, je suis sortie. Et non. Maintenant, on est chez les adultes, on se comporte pas comme ça. Mais en fait, il y en a plein chez les adultes qui font ça. Et c'est les mêmes comportements, en fait. Quand on est enfant, c'est des jeux d'enfants, c'est pas grave. Et quand on est adulte, tu peux aller voir les RH en disant harcèlement moral. Ouais. Et potentiellement perdre ton taf, te faire détester de tout le monde. Oui, non, mais en vrai, il y a plein d'adultes qui agissent comme ça. Et je pense que pour beaucoup, c'est des anciens victimisés. Parce que je sais que moi, en grandissant, quand je suis arrivée à la fac,
J'ai eu un côté un peu comme ça, un peu mean girl, parce que d'un coup, socialement, j'étais en haut, ou du moins pas loin. Et putain, c'était grisant, quoi. Je me suis vraiment laissée enivrer de pouvoir, de genre, oh, les gens m'aiment bien, ils ont envie d'être mon ami, donc du coup, je vais les faire ramper. Et j'ai eu vraiment... Bon, comme je suis pas fondamentalement méchante et mauvaise, j'ai rien fait de grave et j'ai pas fait de mal aux gens, mais j'avais vraiment un côté un peu bitchy, un peu garce, parce que c'est tellement facile quand tu vois de l'autre côté que tu dis, bah ouais, en fait, t'appuies là et les gens ils réagissent, bien sûr que je vais le faire, je vais continuer à appuyer comme un couillon. Tu sais, c'est comme des rats dans un labyrinthe, quoi. C'est la pyramide de la survie, hein, je veux dire. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Tu viens du bas, d'un coup tu te retrouves ouais. en haut, il faut sécuriser ta position parce que t'as exactement en bas, en fait. Voilà. Donc, et surtout, je voulais surtout pas retomber en bas, quoi. Je reviens à ta colère 2 secondes, parce que donc, tu me racontes que c'est au collège que cette colère naît, et j'ai l'impression qu'elle est de ce que tu racontes, que c'est un peu une gestation très longue de cette colère. Et en fait, à quel moment ça devient une arme, tu vois, soit un bouclier, soit une arme pour te défendre, pour attaquer. C'était vers quand j'ai quitté le lycée. J'ai rencontré une bande de potes sur... Donc, tu as quitté le lycée à 16 ans. À 16 ans, ouais. En cours d'année, en me disant je vais faire le CNED et je vais finir mon année scolaire, sauf que ça a été une catastrophe. J'ai envoyé 2 devoirs, j'ai triplé ma seconde, et là j'ai dit j'en ai envoyé 1, je crois. Et avec ma mère, on s'est dit bon bah ok, on arrête, on va trouver une autre solution. Je pense que je reviendrai après sur la suite de mon parcours parce que ça va être cohérent, tu verras. mais voilà, j'ai eu plusieurs années de déscolarisation où je passais mon temps chez moi, à vivre la nuit, à traîner en pyjama la journée pendant que ma mère était au taf, à ne rien branler et à déprimer profondément. Et j'ai rencontré une bande de potes sur Internet, sur une salle de chat MSN, qui s'appelait Punk Rock Metal and the Death. Parce que entre-temps, j'avais fait ma transition de sortie de cocon, où tu sais pas trop dans quel clic tu vas arriver. Et là, d'un coup, j'ai commencé à m'habiller en skate shoes et en baggy, à avoir des bracelets à pic. Et j'ai fait, oh tiens, je suis une goth métalleuse, skateuse hybride chelou. J'ai une clique, donc. Voilà, et j'avais enfin une clique. Sauf que dans mon lycée, j'avais commencé à faire cette transition quand j'étais au lycée, et tout le monde se foutait de ma gueule en me traitant de espèce de va traîner dans les cimetières, t'habiller comme une sorcière, alors qu'aujourd'hui je prendrais ça comme le meilleur des compliments, mais à l'époque c'était pas cool. On me criait Marilyn Manson dans la rue, enfin les classiques, et du coup ça a été arrêté tout de suite. Je me suis dit merde, je croyais avoir trouvé ma bande et ça marche pas. Et donc j'ai rencontré ces gens-là sur cette salle de chat, et comme on était une majorité de Parisiens et de Franciliens, on a décidé à la fin de l'été de se faire une rencontre, parce qu'on se parlait vraiment tous les jours, toute la journée. Et c'était toujours les mêmes personnes, donc on s'est dit mais c'est débile, on habite à côté, venez on se rencontre. Donc on a fait une méga rencontre devant l'Opéra Bastille, ceux qui ont grandi à Paris savent que c'est là que tous les goths traînaient. Le samedi après-midi, on était tous là. et on était une quarantaine à la première rencontre. Et du coup, on se retrouvait tous les samedis à 14h, sans faute, devant l'Opéra Bastille. Donc au bout d'un moment, il y a eu de moins en moins de monde, mais ça a été ma première vraie bande de potes. Et là, je suis rentré dans un schéma d'agressivité, immédiatement. C'est-à-dire que j'étais cette personne chiante qui t'insulte tout le temps, qui te pousse, qui te fait tomber, qui t'asticote, qui va faire le geste qui t'énerve, parce que je savais pas communiquer autrement et que je ne voulais plus être victime. Donc du coup, pour ne pas être victime, il fallait que j'aille à l'offensive. Je savais pas qu'il y avait un juste milieu, qui était juste tu es neutre et tu t'adaptes en fonction de ce qui arrive. Et ouais, j'ai un de mes meilleurs amis, ça fait 15 ans maintenant qu'on se connaît, mon Dieu, presque 16, qui est devenu mon tatoueur d'ailleurs. À l'époque, lui, c'était une espèce de petite victime à lunettes, et je passais mon temps à le victimiser, à le taper, à le faire tomber. Et il pouvait pas trop répliquer, parce qu'il y avait ce fameux truc de on frappe pas les filles. Eh bah oui. Et donc c'était difficile de me repousser, alors que il avait tous les droits. Enfin, j'étais agressive envers lui, je le faisais tomber. C'est pas parce que j'étais une fille que... Alors forcément, tu adaptes la force de ton geste en fonction du gabarit de la personne que t'as en face. Mais quand t'en as une qui te fait des balayettes à longueur de temps, qui tire sur ton sac pour te faire tomber en arrière, qui t'enlève tes lunettes, t'as le droit, je pense, de lui mettre un taquet, de lui dire ta gueule, tu arrêtes. Bon, il s'en est remis puisqu'on est devenus très 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 amis depuis, heureusement. Mais ouais, je suis devenue une sale gosse, quoi. Mais en même temps, j'étais pas méchante, tu vois. J'étais pas, encore une fois, pas mauvaise, mais
Mais sur la défensive, Ouais. et sur une défensive plutôt agressive. Mais ouais, et même les mecs qui me draguaient et qui me plaisaient, fallait toujours qu'ils passent 53 douves remplies d'alligators et de fils barbelés, de pièges et de boules de feu et tout ce que tu veux, avant d'avoir le droit d'avoir une conversation avec moi sans filtre, quoi. Parce que je ne laissais plus personne rentrer, à part les filles, et encore, en général, c'était une fille à la fois, j'avais toujours une meilleure amie, donc j'en ai passé plusieurs. Et ces filles-là, elles avaient le privilège de m'avoir vraiment sans filtre à 100%, et avec qui j'étais moi-même sans censure et sans fioriture. Mais le reste des gens, j'avais trop de mal, quoi. J'avais une forteresse autour de moi et fallait prouver sa valeur pour que j'abatte le pont-levis, quoi. Les gens qui t'ont harcelé au collège, c'était plutôt des meufs, plutôt des mecs? Les deux. Mix. Ouais. Mais c'est une catastrophe, hein. C'est vraiment, quand je te dis c'est tout. C'est-à-dire que c'était les populaires, les pas populaires, les racailles, les pas racailles, les intellos, les pas intellos, les moches, les beaux. Quand j'étais en 3e, je me faisais taper par les 6e. Donc c'était global. C'est-à-dire que j'étais la victime attitrée de ce collège. Je ne sais pas pourquoi. Donc je sais qu'il y en a d'autres qui ont eu la vie dure, hein. Je ne suis pas la seule à avoir souffert dans ce collège-là. Je me souviens de 2-3 autres personnes, notamment une fille qui était vraiment, vraiment, vraiment pas belle. On s'en branle, hein, aujourd'hui, mais elle était vraiment pas belle. Ça se trouve, elle est devenue sublime d'ailleurs aujourd'hui, j'en sais rien. Mais du coup, elle s'en prenait plein la gueule tout le temps. Mais elle ouvrait pas sa gueule. C'était vraiment l'intello du fond de la classe qui ne parle jamais, à part quand le prof lui pose une question. Donc, mais comme moi, j'essayais sans arrêt d'être sociable, je pense que je me faisais encore plus péter la gueule parce que j'osais exister. Et ouais, c'était vraiment tout le monde, quoi. Tu fais ça beaucoup? Enfin, j'ai l'impression que tu cherches des raisons qui expliquent, tu sais, pourquoi. Ça, je le fais tout le temps. Je sais pas pourquoi. J'en parle vachement avec ma psy, justement, et avec mon mec aussi, pas mal. Parce que je suis... En fait, je pense que c'est un défaut d'éducation de ma mère, qui est très pédagogue et qui a fait sciences de l'éducation, qui a travaillé dans le social toute sa vie, de toujours trouver la source et trouver l'explication, sans forcément excuser, mais se mettre à la place de l'autre. C'est vraiment la règle numéro 1 de vie de ma mère, c'est toujours se mettre à la place de l'autre et faire preuve d'empathie. Et du coup, même quand ça concerne quelqu'un qui m'a fait du mal, je n'arrive pas à imaginer que ce soit 100% parce que c'est une personne mauvaise venue des tréfonds de l'enfer. Je me dis, il y a forcément un truc qui a déclenché ça. Et ça se traduit par un discours qui me rend presque coupable et responsable de ce qui m'est arrivé, alors que en vrai c'est pas du tout ce que je pense, mais j'ai ce défaut, c'est que j'ai plein de fois des potes qui me parlent de gens en disant ouais il est con, il a fait ça, et il faut toujours que je leur dise oui mais tu comprends, et au bout d'un moment ils me disent mais en fait non, là j'ai juste envie de dire qu'il est con, laisse-moi dire qu'il est con, t'es pas obligé de me faire sa biographie pour trouver une explication. Et je pense que c'est pour ça que je suis fascinée par les tueurs en série aussi, hein. Je pense qu'il y a aussi une dimension de... C'est beaucoup plus facile d'accepter quelque chose que tu comprends. Ouais. Et oui, en fait, expliquer, ça permet de comprendre. C'est ça, j'ai ce besoin d'intellectualiser tout ce qui m'entoure et tout ce qui relève de l'émotion et des trucs de mon passé et tout ça, parce que il y a tellement de merde que si je trouve pas un sens à tout ça, j'ai failli devenir maboule à cause de ça, quoi. Et j'utilise vraiment ce terme au sens premier, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une question d'internement à un moment, quoi. Et je pense que ma mère l'aurait jamais fait, en vrai. Mais elle me l'a fait comprendre, elle m'a dit là, il faut faire quelque chose, et c'est ce qui a donné naissance, entre guillemets, à ma première thérapie. Là, je me suis dit, ok. Et t'avais quel âge à ce moment-là? Là, j'avais 19 ans. Ok. Donc, c'était bien, j'avais été bien démoli. Parce que c'était l'époque où j'en suis arrivé à faire des épisodes psychotiques où je perdais la mémoire, j'avais des blackouts, et je me suis retrouvé un jour à avoir une télé cathodique à bout de bras, prête à l'acheter sur des enfants qui criaient dans la cour. Et vraiment, je me suis arrêtée au moment où j'allais la lancer, et là, mes bras ont fléchi parce que l'adrénaline est redescendue, et j'ai réalisé que j'avais une putain de télé cathodique. J'ai des bras extrêmement maigres et très peu de force. Et elle m'est limite tombée sur les pieds, et je me suis dit, wow, putain, ok, il y a vraiment un problème. Et il m'est arrivé plein de trucs comme ça, donc heureusement, je me suis jamais fait de mal. J'ai jamais fait de mal à personne. Le pire que j'ai fait, c'est m'entailler en faisant la vaisselle. Je sais pas trop comment j'ai fait, j'ai pété une assiette et je me suis retrouvé avec du sang partout. Enfin, des trucs vraiment, on dirait des dramas de téléfilms qui te mettent en garde contre les ados zinzin, tu vois. Mais j'étais une ado zinzin, hein, clairement. Et tout ça s'est passé, on est bien d'accord, avant l'ère des réseaux sociaux. Ouais. Donc tu pouvais, entre guillemets, respirer le soir quand tu rentrais chez toi. Ouais. Et j'ose même pas imaginer. Je pense que tu serais pas là si c'était non. l'ère des réseaux sociaux. Non, c'est très très probable. Et j'y pense très souvent d'ailleurs.
Je me dis, putain, s'il y avait eu les réseaux sociaux à l'époque, ils auraient vraiment réussi à me tuer, je pense. Parce que c'est pas passé loin, mais... Et je suis une battante, et je suis encore là, la preuve, malgré tout ce que je me suis mangé dans la gueule. Mais je suis pas surhumaine non plus, donc je pense que ouais, ça aurait pu très très mal finir s'il y avait eu les réseaux sociaux en plus, quoi. Parce que... notamment par rapport à mon physique, qui était quand même la blague préférée, hein, parce que tout le monde me trouvait extrêmement laide, et tellement laide que ça en devenait offensant, quoi. Mon physique les révoltait, apparemment. Alors que quand je revois les photos aujourd'hui, je me dis, mais franchement, ça va, quoi. Bon, ok, j'étais une ado. Bah, en fait, Alors, je rigole, hein, c'est pas que je suis insensible, c'est juste que ça me fascine toujours. Je pense qu'on est très nombreuses à être dans la même situation, d'avoir une image déformée de qui on était quand on était plus jeune, que ce soit il y a 5 ans ou il y a 15 ans, en fait. Moi, tu vois, j'étais grosse. Et j'ai vu récemment des photos de moi à 15 ans et je suis là. Ah oui, je les ai vues, ouais. Ouais, alors pas tant que ça, finalement. Vraiment pas tant que ça. Ah, mais pareil, moi, je les trouvais ignobles. Et quand je revois les photos, je me dis, bah oui, je suis une ado avec comme je disais, je sais plus quand, où, je sais plus, je perds le fil. J'ai les oreilles et le nez qu'on poussait avant tout le monde. J'étais une grande tige, j'avais aucune forme, j'étais très très maigre. J'avais des bagues en haut et en bas, j'étais pas très à la mode, un peu mal coiffée. Enfin, j'étais une ado, quoi. J'étais une collégienne. Une collégienne, ça n'a pas besoin de ressembler à plus que ça. En fait, c'est déjà compliqué de se transformer. Du jour au lendemain, tu reconnais pas ton corps, ni les fluides, ni les odeurs qui en ressortent, les poils, les machins. Tu vas pas en plus te rajouter la pression de devoir camoufler tout ça, alors que tu sais même pas ce que tu camoufles, parce que le lendemain, ce sera différent. Et j'aurais aimé pouvoir m'en foutre, quoi, mais c'était impossible. Parce que c'était vraiment comme ça que tu t'accédais à un statut social privilégié. C'était une des raisons, mais la meilleure façon, c'était d'être belle, quoi. Surtout quand t'étais une meuf. Parce que les mecs, on leur pardonnait vachement plus leur sale gueule. Hein. Ah, ça, c'est clair. Avec leur vieux duvet dégueulasse et leurs boutons blancs, là. J'ai même pas l'impression que... En fait, je suis d'accord avec toi sur être belle est une façon de s'insérer. En fait, il y a surtout un truc que j'ai dit 3 fois en fait en 2 phrases et ça m'a saoulée, donc je vais reprendre. Je suis d'accord avec toi que être belle est un facteur déterminant pour réussir à bien s'intégrer, mais j'ai plus le sentiment que le point de focus, c'est réussir à s'intégrer. Et c'est à travers ton histoire, et je pense qu'il va parler à beaucoup de monde, c'est quand réussir à s'intégrer, réussir à être accepté dans un groupe devient plus important. Tu vas chercher des moyens. C'est quoi le moyen, tu vois ? Ouais, mais après, moi, le truc qui a joué aussi, c'est que la puberté est arrivée et je suis devenue belle. Et du coup, quand je suis rentrée dans cette fameuse clique de goth et de métalleux, machin, je faisais partie des filles belles. Donc ça a complètement changé la dynamique. En fait, j'ai été moi-même soufflée par cet effet-là. Et du coup, j'embrassais tous ceux qui avaient envie de m'embrasser parce que c'était grisant. Putain, pour une fois, on avait envie de me rouler des pelles. Filles, garçons, tout le monde y passait. Et je saurais même pas comment ça s'est fait. En fait, je ne vois pas le changement du moment où je suis passée de tout le monde me trouve moche à globalement tout le monde me trouve pas mal. Je pense que le fait que mes seins et mes hanches ont poussé ont joué, clairement. Même si je reste un peu une ficelle, hein, mais j'avais ce qu'il fallait où il fallait, pour moi. Et après, ouais, non, il y a sûrement le fait d'avoir un style aussi. Je pense que ça a joué. J'ai trouvé mon uniforme, j'ai trouvé mon identité vestimentaire. J'avais une attitude, j'avais plein de choses qu'on jouait. Enfin, j'avais surtout du charisme plus que de la beauté traditionnelle. Mais ça a clairement aidé mon insertion dans le groupe. Hein. Donc à ce moment-là, t'as un groupe, t'as des amis, ouais. Mais t'es plus scolarisé. Non. Et t'as pas de plan. Non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, à partir de là, qu'est-ce qui se passe ? Il s'est passé que j'ai beaucoup réfléchi à qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire. Ma mère passe son temps à faire des recherches sur les lycées alternatifs. Donc on allait voir le lycée autogéré. J'en suis ressortie avec limite une crise d'urticaire tellement j'étais pas bien. C'est quoi le lycée autogéré ? C'est un lycée à Paris où alors je me souviens plus exactement comment il se démarque, mais en gros ça laisse plus de liberté aux élèves, plus de place au dialogue. C'est fait exprès pour ceux qui ont du mal avec les modèles traditionnels de l'éducation nationale. C'est vraiment une ambiance un peu hippie à la cool, avec des ateliers, des emplois du temps plus aérés, il me semble, qui te sortent du carcan vraiment étouffant de l'éducation nationale, où les profs font vachement plus attention à leurs élèves de façon individuelle, etc. Donc ça avait l'air cool sur le papier, mais j'étais pas prête à ce moment-là.
Et donc on cherche des formations, j'ai essayé de passer le BAFA, ça a été une catastrophe. Je me suis arrêtée en cours de route parce que j'ai faisais des crises d'angoisse. J'étais pas prête à être insérée dans la vie active, je n'y arrivais pas. En plus, le stage théorique du BAFA, c'était une espèce de grande colo pour grands ados. Et je suis retombée dans des trucs où, pareil, il y avait 2-3 bullies. Je fais, non, mais vous êtes sérieux? J'arrive pour devenir mono, animatrice de colo, et je me fais bully. Vous êtes sans déconner, quoi. Ça m'a rendu ouf. Et après, le stage pratique, je me suis retrouvée dans une maternelle à Bondy. Et tous les autres animateurs m'ont laissé tout faire toute seule. T'avais quel âge là? Là, j'avais 17-18 ans. Ah oui. Solide, en Voilà. termes d'expérience. Voilà. Et ils m'ont laissé vraiment, ils m'ont abandonné, ils étaient en train de gossiper dans leur coin et ils étaient bien contents de me foutre tous les chiens sur le alors qu'ils n'ont pas le droit hein, légalement, vu que j'étais pas encore, ils étaient censés me surveiller et me former. Si t'étais pas diplômé, t'étais mineur, donc c'est voilà. Donc non, c'était pas bien. Donc heureusement, je m'en suis extrêmement bien sortie et au point qu'à la fin de la journée, il y a un gamin qui s'est endormi dans mes bras en me chantant des berceuses qu'il avait inventées lui-même sur la vie qu'on mènerait tous les deux. Loin de tout, amoureux. Donc je me démerde très bien avec les gosses, donc ça va. Mais c'était vraiment l'angoisse et ça m'a mise face à toutes mes peurs d'échec et de déception et de faire une grosse connerie. Et je me revois, putain, il y en avait un qui s'était écorché le genou. Et j'ai dû aller l'emmener à l'infirmerie, lui faire un pansement. Et j'ai soufflé sur le bobo, j'ai mis le pansement, puis j'ai fait un bisou magique. Et il était tout content et ça allait vachement mieux. Là, je me suis dit, en fait, je suis capable de faire des choses. Et c'est des tout petits moments comme ça où j'étais un peu fière de moi, mais derrière, il y avait tellement une avalanche d'angoisse que ça tenait pas longtemps. Après ça, j'ai repris le théâtre parce qu'à la base, je voulais être comédienne. Toute ma vie, j'ai voulu être comédienne. C'est-à-dire que je voulais écrire aussi, mais écrire pour moi, c'était une passion, c'était pas un travail. Et ma carrière, c'était comédienne de théâtre. Et à quel âge t'as eu cette première? C'était quoi le moment de déclic de te dire je vais Putain, être ouais, c'est vrai que tu m'as posé la question tout à l'heure et j'avais pas d'idée, j'avais oublié ça. Parce que aussi loin que je puisse me souvenir, ça a été ça en fait. J'ai commencé les ateliers de théâtre en maternelle et ça a été le coup de foudre. Et en primaire, j'ai joué Molière et genre même les parents des autres élèves avaient dit à ma mère oh, elle se démerde bien, vraiment, elle est impressionnante, une vraie présence sur scène. Mais parce que j'avais aucune insécurité à cette époque-là. Du coup, j'étais à fond et je kiffais. Dès que je mettais les pieds sur une scène, j'étais à la maison, quoi. C'était trop bien. Donc j'en ai fait un peu au collège aussi. Et j'ai fait 1 an chez les Sales Gosses, une compagnie de théâtre grâce à notre spectacle de fin d'année, c'était sur la scène de Bobino, donc pas dégueu. Et à 18 ans, j'ai repris chez Acting International parce que c'était à 2 rues de chez moi et que je ne pouvais pas aller beaucoup plus loin à cette époque-là sans faire une crise d'angoisse. Et ça s'est pas trop mal passé, mais j'étais tellement détruite au niveau de ma confiance en moi que je n'arrivais à rien. Et tu sais, les exercices de théâtre, c'est vraiment mets-toi tout seul et fais l'arbre. Ouais, mais les gens, ils vont me regarder, ils vont me juger. En fait, oui, c'est le but. Non, je veux pas, j'arrive pas. Je me cherchais toujours des excuses pour pas faire les exercices parce que je me sentais à poil, mais vraiment à poil, pas puissante, mais humiliée, quoi. Genre Cersei dans Game of Thrones qui doit faire sa marche à poil dans la ville, là, bah, je me sentais exactement comme ça. Excellent trèfle. Et à la fin de l'année, j'ai demandé à ma meilleure amie de filmer la représentation pour que je puisse enfin me voir sur scène, parce que je m'étais jamais vu sur scène. Et j'ai regardé la vidéo, et j'ai éteint au bout de 5 minutes, et j'ai dit plus jamais. Et j'ai arrêté le théâtre pour toujours. Et ça, c'est sûrement une connerie. C'est peut-être un de mes gros regrets. Pourquoi tu dis ça? Parce que, en vrai, je suis une putain de bonne actrice. Et je sors avec un acteur, donc il passe son temps à me le dire, le pauvre. J'ai l'instinct, j'ai l'émotion, j'ai tout ce qu'il faut pour être une bonne actrice, mais tu braques une caméra sur moi ou des yeux sur moi et je perds tous mes moyens. Et je n'y arrive plus du tout. Et là, je deviens ridicule. On peut retrouver des trucs dans lesquels j'ai vaguement joué la comédie sur Internet. Je ne donnerai pas de référence parce que franchement, je veux pas trop que ça sorte. Mettre les liens, moi je les lis. Non, s'il te plaît. non, si les gens veulent trouver, ils trouveront. Mais c'est catastrophique. Ça se voit que je suis pas à l'aise. Je suis pas. Mais en vrai, avant tout ça, avant que je me fasse démolir, j'avais vraiment un putain de bon instinct. Et même quand j'étais chez Acting International, tous mes profs me disaient putain, t'as une vraie présence sur scène, t'as un vrai truc. Faut juste que tu prennes confiance en toi, C'est la phrase que j'ai le plus entendue dans ma vie. Je l'entends encore aujourd'hui, ça me rend dingue. Pourquoi ça te rend dingue? Mais parce que j'y arrive pas.
J'essaie, je travaille comme une tarée et de me dire putain, j'avance. Et le premier truc qui vient à la bouche des gens qui collaborent avec moi, c'est faut vraiment que tu prennes confiance en toi. Quand est-ce que ce sera bon? Parce que j'ai toujours pas confiance en moi. Mais comment tu te représentes l'objectif, tu vois, la ligne d'arrivée? C'est si tu dis les gens te disent, il faudrait que tu prennes confiance en toi. Du coup, toi, c'est quelle distance tu vois, quelle distance tu mets? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois très bien, mais c'est... Parce que si on me dit, ouais, il faudrait que tu perdes 3 kilos, que tu te coupes les cheveux, tu vois, Oui. j'arrive à me projeter, ok, Ouais. moins 3 kilos, les coups cheveux courts, ok. Non, mais je vois C'est quoi, vaguement toi, avec de la les confiance en toi? intentions. C'est la façon dont je parle de moi, la façon dont je parle de mon travail, la façon dont je vends une idée quand j'ai un projet et que, tu vois, j'en parlais avec mon éditeur, donc j'ai raconté cette histoire plusieurs fois, mes lettres à l'ado que j'ai été. L'idée, je l'ai eue un dimanche soir alors que j'avais de la fièvre, j'avais la crève, j'étais malade comme un chien. Et ça faisait un moment que je réfléchissais à un truc sur l'adolescence et j'arrivais pas à trouver le bon angle. Et d'un coup, j'ai ça et je me dis, mais en fait, c'est con, c'est un exercice qui existe depuis super longtemps, qui est hyper classique, mais qui marche toujours bien. Et si je choisis bien mon casting, ça peut être vachement chouette. Et donc, j'envoie un mail à mon éditeur en disant, j'ai eu cette idée à la con, j'ai de la fièvre, n'hésite pas à me dire si c'est de la merde, je me vexerai pas, t'inquiète pas. Et là, j'y repense et il m'a renvoyé le mail quand on a sorti le bouquin, en disant, je t'en foutrais des idées à la con ou un truc comme ça. Et du coup, il y en a plein qui me ressortent ce truc de genre, bah super ton idée à la con. Et je me dis, mais putain, c'est fou cette idée. Parce que quand il a lu le mail le lendemain, il m'a dit, mais pour une idée à la con, elle est mortelle ton idée, viens, go, on part direct. Quoi. En 24 heures, c'était réglé. Et j'aurais simplement pu dire, je trouve cette idée cool, dis-moi ce que t'en penses, bisous. Point. J'avais pas besoin de dire, non, mais tu vois, je me prépare à l'échec toujours, en me disant, comme ça, je lui laisse la porte ouverte pour me dire, ton idée, c'est de la merde, c'est pas grave. Alors que putain, non, mon idée, c'était pas de la merde. Pourquoi t'as peur de l'échec? Je saurais même pas te dire, parce qu'en vrai, j'ai échoué tellement de fois que je devrais avoir peur de la réussite, en vrai, parce que la réussite, je sais très peu ce que c'est, alors que l'échec, je connais par cœur. Donc du coup, je comprends pas pourquoi ça me fait si peur. Je pense qu'en vrai, j'ai peur de la réussite. Je pense que c'est ça le vrai truc. C'est pas la peur de l'échec. C'est si ça marche, ça va me dépasser, en fait. Et c'est ce que je vois là, par exemple. Bah, tu vois, faire de la promo, ça me rend dingue. Devoir faire des émissions de télé, des émissions de radio, c'est mortel et c'est trop bien. Mais dès qu'il faut en faire une, je me chie dessus pendant 3 jours avant. J'arrive, je suis comme ça. Je vois des vidéos de fois. Moi, parfois, vraiment, j'ai le coin de la bouche qui tressaute tellement je suis pas bien. Alors que je suis clairement dans le résultat d'une réussite. Si les gens me veulent dans leurs émissions, dans leurs médias, c'est qu'ils estiment que ce que j'ai fait, c'est cool. Mais du coup, il faut que je porte ce fardeau de ce que j'ai fait, c'est cool. Et je préfère qu'on me dise « Non, c'est de la merde ». Comme ça, je fais « Ok, bah j'aurais essayé, salut ». Et là, c'est terminé. Et je suis pas obligée de me la galérer pendant des semaines à vendre mon truc avec un sourire jusque-là. Parce que je suis nulle pour cet exercice-là. Il y a des gens qui adorent faire de la promo et qui le font très bien. Moi, ça me tétanise, quoi. Mais pourquoi? Mais parce que le regard des gens, le jugement, la peur de dire une connerie. Mais oui, mais ça, c'est ma bête noire, c'est mon épée de Damoclès. Je sais pas quelle métaphore mettre dessus, mais c'est toujours là. Et j'ai toujours peur qu'on me juge et qu'on me trouve ridicule et qu'on me trouve moche, qu'on trouve que je parle mal, que j'ai dit une connerie, que je suis pas marrante. Alors qu'en vrai, quand j'y réfléchis théoriquement à froid, je m'en branle. Aujourd'hui, je m'en branle. Vraiment, que les gens me trouvent moche, belle, marrante, pas marrante. J'ai pas pour but de plaire à tout le monde. Ça fait longtemps que j'ai abandonné cet espoir-là parce que j'ai bien vu que c'était pas le cas et que ce serait jamais. Mais n'empêche que quand je me prends une attaque dans la gueule, bah putain, ouais, ça fait toujours mal en fait. Et j'arrive toujours pas à me dire, mais je m'en fous. Non, sur le coup, c'est pourquoi j'ai rien fait? Je vais appeler ma mère et puis de toute façon, les gens ils sont méchants avec moi. Ils ont raison, je suis qu'une merde, j'aurais jamais dû. Et après, je me dis, non, en fait, là, on va se calmer, c'est juste un tweet. Hein. Mais ça... Est-ce qu'on peut essayer un truc? Ouais. Parce que, donc, tu viens de me peindre un autoportrait. Ouais. Ok. Moi, je vais te faire le portrait que je vois de toi. Oh là là. Je te connais. En plus court, mais et en fait, essaye de me dire quel conseil tu te donnerais, en fait. Par rapport au portrait que moi, je te fais, je te donne un miroir. Hein. D'accord. Ok. Ce portrait-là, quel conseil donnerais à ton portrait pour que, alors par exemple, la promo se passe bien, quand tu vas faire promo de ton travail, ça se passe bien, quand tu as une idée, tu la vends bien, ce type de choses. Ouais. Parce que, je te demande ça pas par hasard, parce que justement, le portrait que moi j'ai de toi, c'est une meuf qui sont vraiment, mais qui s'en battent
tellement les ovaires de la vie des autres, de ce que pensent les autres, pas en termes de négatif, de je suis meilleur que vous, mais juste de, en fait, votre jugement vous appartient et il est dans votre sphère. Si on est toutes des petites sphères comme ça, indépendantes, votre jugement, il est dans votre sphère. Et moi, je suis dans ma sphère. Donc, j'ai cette première image de toi qui est vraiment vos jugements, merci mais non merci. Ça m'empêche de sans faire bouger l'autre, littéralement. Et deuxième image que j'ai de toi, c'est la meuf qui fait des trucs. Ouais. La meuf qui fait des trucs. En fait, tu vis une histoire, tu la racontes, il se passe un truc, tu réagis, et c'est pas négatif, tu vois. Et je pense que, alors oui, avec le recul, il y a des bonnes et des moins bonnes façons de réagir dans la vie. Tout à fait. Mais en fait, faut commencer par réagir, tu vois, pour pouvoir ensuite analyser son comportement en se disant, ok, là je me suis trop emportée, ou en fait là je me suis laissé marcher dessus, et moi je me suis plutôt laissé marcher dessus, l'histoire de ma vie, tu vois. Donc moi j'ai cette vision de toi de, ok, la meuf qui s'en bat les couilles du regard des autres, la meuf qui fait des trucs. Donc est-ce que cette meuf là pourrait te donner des conseils sur comment... Mais en fait, ça tient en une phrase, et c'est les conseils que je donne à toutes mes amies qui sont dans les mêmes situations. C'est détends ton fion, putain. Il n'y a rien de grave. Ça va être mon titre, hein, je te préviens. On la garde. Je trouve que ça résume vraiment bien le truc. Et avec mes meilleurs amis, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit 2018, objectif détente du fion. Parce qu'on est tout anxieuse et on se torture sur 1000 trucs. Et là, on commence vraiment à en avoir marre. Je pense qu'en fait, il y a un certain âge. Déjà, quand tu bascules dans la trentaine, il y a un truc qui change. Et plus tu avances dans la trentaine, plus tu te dis, mais je porte trop de trucs dont j'ai pas besoin. Je vais poser des trucs et je vais partir sans un regard en arrière, alors que tu as passé toute ta vingtaine à dire on sait jamais, ça peut servir. Non, mais vraiment, je peux pas. Si je lâche, je meurs. Et au fur et à mesure, tu te dis mais c'est débile. Ça ne sert à rien, tout ça. Donc, pourquoi je vais m'alourdir à ce point alors qu'il suffit que je lâche tout, que j'avance et advienne que pourra. Et je commence à voir le changement dans mon état d'esprit et dans ma vie, à passer de plus en plus au advienne que pourra. Heureusement, putain, il est temps, mais je suis toujours extrêmement anxieuse et j'ai beaucoup de problèmes liés à ça, donc c'est tellement profond que ça va prendre du temps. Mais ouais, là, il faut que je me détende du fion, quoi. Et je crois que c'est Fab qui me disait ça il y a 10 ans presque. Sauf que j'étais pas à même de le comprendre à ce moment-là. J'avais pas les armes pour, et j'avais rien sur quoi me baser pour dire ok, en fait, si j'y vais, ça va. Parce que j'avais rien fait encore. Donc je pouvais pas le comprendre, même si lui, il avait l'air très certain de lui, comme il peut l'être. Hein. Mais moi, j'étais pas du tout convaincue. Et c'est pour ça que j'adore en fait revoir Fab à intervalles irréguliers. C'est parce que du coup, il voit tout le chemin que je fais. Et je lui dis les trucs en disant non, mais tu vois, moi je suis comme ça. Et c'est des conseils qu'il m'a donné il y a 6, 7, 8 ans. Et il me fait je suis vraiment content pour toi, mais putain, tu m'énerves. Et je sais qu'il m'utilise comme exemple aussi pour ses équipes. Me faites pas une taous parce que voilà, qui vient chialer dans mon bureau toutes les 3 heures parce que je suis qu'une merde et je vais jamais réussir à rien. Et regardez maintenant où elle est. Alors que bon, où je suis, ça va, c'est pas non plus. Tu vois, je peux pas m'empêcher. Hein. Je peux pas m'empêcher de minimiser ce que je fais, alors que je suis super fière de ce que j'ai fait. Donc voilà, je suis là et c'est cool. J'aime bien quand c'est Taous version 2 qui parle à Taous version 1. Ah non, mais en ce moment, je suis vraiment Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Hein. Je n'arrête pas de passer d'un plan à l'autre. Au bout d'un moment, je pense que je vais finir par basculer pour de bon du côté de cette fameuse Taous qui a confiance en elle, qui s'en bat les uns et qui avance et qui fait des trucs. Mais là, c'est vraiment... j'ai déjà dit Dr. Jekyll et Mr. Hyde, j'allais dire Bruce Banner et Hulk. Je sais pas, j'ai plein de métaphores encore si tu veux. Mais... Je trouve que tu sais, loin d'enlever du mérite ou quoi que ce soit, cette hésitation permanente dont on se détache, je trouve, progressivement avec l'âge. En tout cas, je me reconnais là-dedans aussi. Ouais. Moi aussi, j'ai passé 30 ans. Donc oui. Moi aussi, je pose des trucs en disant c'est lourd, j'en ai marre. Je pense que loin d'enlever du mérite à ce qu'on arrive à faire ou pas, ça redonne plutôt de la perspective de dire je viens de loin. En fait, je viens de loin. Et meuf, tu viens de super loin. Ouais. Mais ça, c'est un truc sois fière, ça a été, je crois, la phrase que j'ai le plus prononcée en 2017, c'est putain, je reviens de loin en fait. Parce que ouais, j'ai traversé vraiment des trucs très 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 moches et très très nuls, avec le point culminant qui a été la mort de mon père il y a 2 ans et demi. Alors là, ça a réveillé tellement de choses vu le personnage que c'était dans ma vie. Et je suis toujours là, alors que ça s'est joué vraiment à un poil de cul plusieurs fois.
Et à chaque fois, quand j'en parlais, j'étais toujours en train de penser à d'autres gens qui ont traversé pire. On a toujours tendance à dire oui, mais moi ça va parce que regarde, lui, il a vécu ça. Alors que, et c'est ce que tu dis dans ta lettre d'ailleurs, et c'est un truc que je m'étais déjà dit à l'époque, c'est que ta douleur est légitime et tu ne peux pas juger ta douleur en fonction de celle des autres parce que tu ne vis pas. C'est-à-dire que tu peux avoir conscience qu'il y a des gens qui ont d'autres douleurs et d'autres parcours, mais en attendant, celle que tu vis, celle que tu ressens, ce ne sera que la tienne. Et tu peux utiliser que ton échelle personnelle pour juger ta douleur. Donc ton max de douleur, ce sera peut-être le minimum pour quelqu'un d'autre. Mais en attendant, toi, ça reste ton max, quoi. Et ça n'enlève pas ta légitimité à dire j'ai souffert et j'en ai chié. Et ça, j'ai mis du temps avant de me dire, en fait, ouais, non, j'ai le droit de dire j'ai souffert et j'en ai chié, sans que ce soit pour me donner un genre, sans que ce soit pour en faire mon identité, parce que ça a été ça aussi à une époque. Hein. Je revendiquais beaucoup ma souffrance en disant, mais vous comprenez, moi j'ai souffert, moi j'ai traversé ça. Et que les gens me disaient, ah ouais, moi aussi j'ai souffert au collège. Non, mais toi peut-être, mais moi pire. Et ça, c'était débile aussi, ça marchait pas dans ce sens-là non plus. Donc aujourd'hui, j'ai juste conscience de ce qui est mon parcours et du fait que j'en ai chié ma race. Et que ça va vachement mieux aujourd'hui, et que ça ne va qu'aller mieux, et que je gère vachement mieux quand ça va pire. Tu disais que pendant toute cette période de collège où tu subissais du harcèlement, tu n'avais aucune aide des adultes, de personnes. À quel moment dans ta vie tu as reçu de l'aide ? Est-ce que c'est quelque chose qui est conscient chez toi ? Est-ce qu'il y a un moment donné où tu as demandé de l'aide, accepté de l'aide ? Parce que c'est des étapes différentes et difficiles. Et est-ce que tu as la sensation, depuis cette période, en fait, d'avoir eu et reçu de l'aide ? Ouais. Après, je saurais pas exactement te dire. Enfin, pour moi, c'est tellement une anomalie temporelle, le collège, notamment par rapport à mon dialogue avec les adultes. Parce que, par exemple, comme je le disais, ma mère et moi, on a toujours été très, très proches et j'ai toujours pu tout lui dire. Et sauf que pendant cette période-là, on a arrêté de dialoguer pour des raisons différentes l'une et l'autre. Moi, c'était parce que je pensais que ça allait la rendre malheureuse de me savoir malheureuse, donc je voulais la protéger. Ce qui est super con, mais j'avais 11 ans, donc je peux pas en vouloir à une enfant de 11 ans de faire ce genre de choix, au contraire. Mais avant ça, j'ai toujours pu aller voir ma mère. Après ça, j'ai toujours pu aller la voir. Le dialogue s'est recréé une fois que j'ai quitté le collège, même si ça a été très compliqué suite à ma déscolarisation, ma dépression, mes épisodes psychotiques, tout ça. Ça a été vraiment très très dur entre nous, mais on n'a jamais arrêté de dialoguer pour autant après le collège, je veux dire. Et elle a toujours, comme je disais, elle faisait des recherches pour voir vers où je pouvais aller pour éviter de reprendre des études, comment je pouvais réaliser mes rêves, quel rêve c'était, est-ce que je pouvais trouver mon rêve déjà, est-ce qu'il y avait des trucs qui me faisaient envie. Elle m'a toujours vachement encouragée, jusqu'à me faire chier parce que fallait, si je l'avais pas sur mon dos pour me dire t'as cherché du boulot, je cherchais pas de boulot. Donc je la détestais à l'époque à cause de ça, mais aujourd'hui je la remercie. Et après, professionnellement, j'ai eu la chance de tomber sur Fab. Ça me fait chier, j'avais pas prévu de dire du bien de lui. Très controversé, tu sais. Mais non, mais il a vu quelque chose chez moi, il a vu du potentiel, il a vu du talent, et il s'est battu pour m'aider à réaliser ce potentiel, et il en a chié. Parce que vraiment, je voulais pas y aller. Et en même temps, je voulais y aller, mais je voulais pas y aller. C'est-à-dire que je voulais le résultat, mais je voulais pas les étapes qu'il y avait avant. Et j'avais trop peur. Et j'étais tétanisée dès que je devais faire un truc. Et lui, il a passé des années à me dire, mais putain, tu te rends pas compte du trésor qu'il y a en toi. Et c'était déjà à cette époque-là lui qui me disait, le jour où tu prendras confiance en toi, tu vas dominer le monde, en fait. Je fais, bon, j'en suis pas encore là, mais c'est pas loin. C'est beaucoup de pression peut-être. Je sais pas si tu vas dominer le monde, mais tu vas être heureuse. Ouais, déjà. Mais pas mal. Ouais, non, mais il me disait en gros, t'as le pouvoir de faire ce que tu veux. Si t'arrives seulement à prendre confiance en toi et à dire, ok, j'y vais, je tente. Jette-toi dans le vide, vas-y. Et il m'a pas lâché, quoi. Et pour ça, je le remercie, parce que s'il m'avait lâché, j'aurais probablement une vie complètement différente et une carrière complètement différente, parce que j'étais pas une battante à ce moment-là. C'était vraiment genre, ok, j'essaye. Oh, tu vois, j'ai raté. J'avais raison. Et voilà, j'avais dit que j'étais qu'une merde. Et ça s'arrêtait là. Et lui, vraiment, il a pas lâché. Et on a eu une relation compliquée parce qu'on était amis avant qu'il devienne mon patron. Et du coup, la limite entre les deux était parfois difficile à gérer.
parce qu'on avait envie de rester amis et en même temps c'était quand même mon boss, donc et moi j'avais trop pris la confiance parce que c'était mon pote, donc je pouvais lui dire non, ta mère, j'ai pas envie de faire ce que tu me demandes, et lui il est obligé de taper du pied de temps en temps en disant en fait là je suis ton patron et je te demande un truc en tant que patron. Et moi qui avais complètement rejeté l'autorité, c'était devenu compliqué d'accepter de dire oui patron. Mais on a vraiment une relation très particulière, et sans lui, je pense que clairement, j'en serais pas là, et je garderai toujours une place dans mon corps pour cet homme-là, parce que ça me fait chier, putain, mais c'est vrai, c'est la vérité. Sans lui, j'aurais pas cette carrière, je pense. Tous les gens que je connais aujourd'hui, c'est grâce à Mademoiselle. Mon mec, je l'ai rencontré grâce à lui. Enfin, tu vois, d'ailleurs, il me l'a rappelé il y a pas longtemps, ce gros con. C'est moi qui t'ai fait, non, tu vas te calmer. En plus, c'est pas vrai, il dit pas ça du tout. Il le dirait jamais. Le nombre de fois où je lui ai dit c'est grâce à toi, il m'a dit bah non, en fait, c'est grâce à toi. Mais j'allais dire, merci beaucoup de le dire à ma place. Voilà. Je t'écoute et j'étais. Et non, oui, c'est vrai, des trucs, quand il dit ouais, je t'ai fait, je peux te défaire, machin, tu sais d'où ça vient? Il parodie un producteur qu'il avait vu quand il a rencontré Alison Wheeler. Il a vu un producteur parler comme ça à une meuf. Mon Dieu. Et en fait, il pensait que ça n'était que dans les films, qu'une caricature de film, et ça a tellement choqué que m'étonnes. depuis, il a repris le gimmick. Et c'est un truc qu'il fait de temps en temps. Il te fait un super pep talk et tout. Puis à la fin, il te vanne, il te fait de toute façon, je t'ai fait, je peux te défaire et tout. Alors qu'en vrai, il se met hyper en danger parce que c'est nous qui pouvons le défaire. Plutôt. Certains l'ont essayé. Il nous a fait et on peut le défaire. Certains l'ont essayé. Ouais. Donc non mais oui, mais il m'a toujours rappelé que à chaque fois que je lui disais franchement c'est grâce à toi, il me disait non, c'est grâce à toi, c'est moi en fait j'ai vu un truc chez toi que j'ai j'allais dire exploité, c'est tellement pas le bon terme, que j'ai encouragé, développé, accompagné. Et tu sais, c'est plutôt moi qui t'utilise comme exemple chez Mademoiselle quand je parle de toi. C'est en fait, t'as bénéficié d'un truc qu'aujourd'hui je suis plus capable d'offrir aux meufs, parce qu'à l'époque vous étiez 4 ou 5 et maintenant elles sont 10. Ouais. Et je sais, parce qu'effectivement je te connais un peu, Fab m'a raconté aussi un peu votre histoire, et je sais le temps que vous avez passé ensemble, et c'est pour ça que je te parle d'aide, tu vois, et pas de providence ou de main tendue ou de destin qui se réalise, mais plutôt vraiment en fait, c'est toi sur plein de trucs, quoi. C'est toi qui a fait tout ça, et en fait t'as eu de l'aide, et faut réussir à l'accepter, l'aide, parce que c'est pas facile. Non. Et aujourd'hui en tant que manager, moi c'est un de mes plus gros challenges dans une équipe comme celle de Mademoiselle, c'est que les futurs toi qui arrivent, putain, j'ai pas forcément... non, tu peux plus passer autant de temps en tête à tête. Je sais pas si je peux, quoi. Et surtout si en face la personne elle est réfractaire, non pas de mauvaise volonté, mais plutôt un peu comme toi, tu vois, dans ta coquille de non, je vais pas en être capable. En fait, j'essaie 1 fois, 2 fois, 3 fois, vraiment je peux pas essayer 12 fois, quoi. Et lui, il a essayé 128 000 fois. Vraiment, mais ça a duré des années. Je suis restée 5 ans chez Mademoiselle. Et pendant ces 5 ans, c'était limite toutes les 2 semaines qu'il fallait qu'il me rebooste, qu'il me récupère à la petite cuillère, qu'il me redise allez, on repart. Parce que j'arrivais parfois avec des cahiers pleins d'idées en disant putain, j'ai tout ça, c'est trop bien. Et après, je me dégonflais derrière et il fallait recommencer à me booster. Donc vraiment, il en a chié avec moi, le pauvre. Mais j'en ai chié avec lui aussi sur d'autres trucs, heureusement. Bon, moi quand même. Mais on s'est vachement expliqué là-dessus. C'est cool de pouvoir en parler d'adulte à adulte maintenant aussi. Et d'avoir une relation plus sur un pied d'égalité, parce que en vrai, et je sais que ça fait froncer des sourcils et ça dérange beaucoup de gens quand j'évoque ça, mais c'est un fait, c'est que Fab a été une figure paternelle dans ma vie, et il a mis beaucoup de temps à l'accepter lui aussi, parce que c'était une responsabilité dont il voulait pas, quoi, parce que c'était censé être mon pote et mon boss, mais surtout pas mon père. Sauf que moi, avec mon déficit, mes daddy issues jusque-là, et mon déficit paternel, je me suis retrouvée face à un homme qui me disait que j'avais de la valeur et que j'avais du talent et qu'il était fier de moi, et je fais papa. Et du coup, il a pris ce rôle malgré lui. Et c'est pour ça que notre relation elle a été très particulière comparée à toutes les autres personnes qui sont passées chez Mademoiselle, parce qu'il y avait vraiment 3 couches, pote, boss, papa, mais il a fini par accepter et par me dire en fait je me rends compte que oui, j'ai pris ce rôle-là et j'aurais dû l'assumer, enfin pas te rejeter quand tu me disais que parce que je lui ai dit plusieurs fois, je fais mais en fait tu te rends compte que t'es une figure paternelle dans ma vie. Il me disait mais non, mais me dis surtout pas ça. Et après il s'est dit pour ça tu pourras peut-être couper, mais il m'a dit en fait oui, je me rends compte que j'étais un peu ton père de substitution, quoi, et là-dessus j'ai merdé sur 2-3 trucs.
Mais ça s'est très bien fini, mais ça a failli très très mal finir. Hein. Ma fin chez Mademoiselle, ça a été... j'ai cru que j'allais les triper, jusqu'à ce qu'on se retrouve à s'engueuler pour se dire des trucs. Genre vraiment, maintenant on parle, parce qu'on ne se séparera pas fâché. Parce que si on se sépare fâché maintenant, on ne se parlera plus jamais. C'est terminé, ce sera brisé pour toujours. On va en parler maintenant. Et on a fini par se dire les trucs clairement, par avoir notre première conversation d'adulte à adulte justement, et du coup j'ai pu partir sereinement en me disant ok, c'est bon, ce sera toujours mon pote, ce sera toujours mon allié, j'aurai toujours un pied dans la maison de Mademoiselle, je la renierai jamais. Ça fait partie de mon histoire et je fais partie de l'histoire de Mademoiselle, on va pas m'effacer non plus. Non, voilà. aucune chance. Et ça m'a permis de partir, mais ça a été très compliqué de partir de Mademoiselle quand même, quoi, parce que c'est une expérience professionnelle qui est tellement particulière que quand tu découvres le reste du monde professionnel, tu dis c'est vachement moins marrant en fait là. Hein. Je peux pas dire ta gueule à mon patron. Tout de suite, beaucoup moins je fan. disais pas ta gueule à la femme, faut pas déconner non plus. Non, mais tu peux lui parler franchement. Ouais. Et ça, c'est un truc que moi aussi j'ai découvert. Ouais. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai d'abord travaillé oui. ailleurs. Ensuite, j'arrive chez Mademoiselle et je fais waouh. On peut se dire les choses, intéressant. Ouais. Et j'ai trouvé ça tellement plus sain parce que le nombre d'environnements professionnels dans lesquels je me suis retrouvée où, franchement, pour avoir une conversation en tête-à-tête, il fallait que ce soit hyper formel et t'as l'impression d'être devant un jury et tu te dis, mais là, je vais me pisser dessus. En fait, je vais pas réussir à vous dire les choses, je vais vous dire ce que vous avez envie d'entendre parce que clairement, on peut pas dialoguer, c'est pas possible. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de travailler en entreprise d'ailleurs, c'est parce que je suis pas faite pour ça, vraiment. Je pense que la seule entreprise pour laquelle j'étais faite, c'était Mademoiselle. Et encore, c'était compliqué. Mais non, je suis pas faite pour ça. Donc, Tu sais, maintenant on a des process, des réus et des points. Ouais, donc non, je pourrais pas Elle vient de revenir. faire un fest Ça palm. va, sans regret. Je suis une ancienne auditrice interne en maîtrise des risques et je suis manager de cette rédax. Tu crois quoi? Bien sûr qu'il y a une structure. C'est moi qui ai un ulcère à la fin de la journée. En vrai, il y avait besoin. Il y avait vraiment besoin. Parce que quand on était 4-5, ça allait, mais alors après... Déjà à 4-5, c'était chaud. Revenons à ta suite professionnelle, justement. Tu viens de raconter que quand tu étais chez Mademoiselle, tu pouvais arriver avec des cahiers pleins d'idées et que parfois c'était l'exécution qui coinçait. Ouais. Aujourd'hui, tu es freelance, c'est ça? Ouais. Et comment tu as réussi à te motiver, j'allais dire, seule? Parce que j'en connais plein, des meufs qui ont plein de projets, plein d'idées. Et les meufs qui font leurs projets, leurs idées, beaucoup plus rares. Bah, Comment est-ce qu'on rentre dans ton équipe? C'est super dur. Il y a des jours au pluriel d'affilée où je branle rien parce que j'y arrive pas. Et après ça, je vais passer 48 heures à être méga productive. Et en fait, c'est un truc que j'ai accepté chez moi, c'est que je ne suis pas performante tous les jours de 9h à 18h. Je ne peux pas juste me dire alors tous les jours, je vais me lever à 6h du matin, je vais saluer le soleil, je vais prendre un café, puis je vais écrire non-stop pendant 3 heures. Non, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit avec l'accent du Sud, je trouvais que ça collait bien. Mais bref, je ne travaille pas comme ça et je complexais vachement parce que je voyais plein de gens le faire. Genre, tu vois, quand tu vois le NaNoWriMo et tout ça, je me dis, mais comment font les gens pour se structurer, pour écrire 50 000 mots? C'est ça, c'est mots. Hein. 50 000 mots, c'est toi qui m'as embarqué là-dedans. Mais je sais. Et combien de pages j'ai écrit? 0. J'ai écrit 3 phrases. Et j'en ai jamais rien fait de ce projet. Mais c'est pas grave, c'est parce que je travaille autrement et ça viendra peut-être un jour. Mais tu vois, moi, la bonne élève, j'ai fait mes 50 000 mots Bah, et ils sont toujours. Alors j'ai bossé dessus, machin, mais ça reste toujours un manuscrit dans un placard et c'est toujours pas envoyé à un éditeur. Et mais envoie-le, putain. Bah ouais, mais c'est quoi là? Enfin, en fait, c'est ça un peu l'essence de ma question. C'est-à-dire C'est que fait. entre faire les trucs et. Mais pour moi, les c'est trucs ça. sont C'est faits. arrête de te poser des questions, fais. C'est-à-dire que le nombre de fois où je me dis, il faudrait que. Peut-être que si je fais... Il y a des moments où je me dis, ta gueule, fais. Et c'est juste sortir de sa tête et agir. Passer en mode gestuel, autopilote. Il y a plein de moments où je me dis, là, tu ouvres ton ordinateur, tu ouvres ton document Word et peu importe ce qui arrive, tu écris. Parce que t'es dans la merde, t'as une deadline, il faut que tu le fasses. Et donc, il y a des moments où je n'ai absolument pas d'inspiration. Je vais juste sortir mon truc et faire alors, et j'écris 3 phrases. Et puis d'un coup, ça se débloque et j'y vais. Et le seul secret, c'est agir. C'est juste se dire... Il y a des moments où en fait j'y arrive pas et j'accepte aussi plus facilement les moments où j'y arrive pas parce qu'avant je passais des journées à rien branler, mais ces journées à rien branler je les passais à me détester, à me torturer, à m'insulter. J'allais faire des siestes, ce qu'on appelle dans le milieu des dépressifs, les siestes de dépression où tu vas dormir pour éviter de vivre et pour éviter de faire face à tes responsabilités. Donc j'allais me coucher, mais sauf que je mettais 1000 ans à m'endormir tout en ayant
tous les trucs que je devais faire qui roulaient dans ma tête en disant là t'es pas en train de faire ça, là tu devrais être en train de faire ça, et ben là tu fais pas ça, et ben tu le feras demain. Et ben non, là tu vas te réveiller à 18h en te disant allez c'est bon, il me reste encore plusieurs heures de productivité, mais tu vas rester 1 heure au lit devant ton téléphone, après tu vas aller te faire à manger, tu vas te poser devant une série et tu vas te rendormir comme une merde. Et je partais mais vraiment dans l'échec total et absolu et je me détestais. Sauf que maintenant j'accepte que j'ai besoin dans mon processus créatif d'avoir des moments de veille où en vrai dans ma tête il se passe plein de trucs, c'est en train de s'assembler. Je suis en train de bosser, peu importe ce que je suis en train de faire, je suis en train de bosser. Et quand je me pose devant ma page, plutôt que d'aller chercher des mots dans le tréfonds de mon cul ou je sais pas où, tout est déjà là en fait, parce que j'ai déjà intellectualisé tout le reste et j'ai plus qu'à les poser sur ma page et ça prend vachement moins de temps en action. Donc j'agis moins que beaucoup de gens. En fait, c'est comme le canard, tu vois. Le canard, t'as l'impression qu'il glisse sur l'eau alors qu'en fait, en dessous, il pédale comme un enfoiré. Et c'est exactement comme ça. Il y a plein de moments où t'as l'impression que je suis juste en train de rien branler dans mon lit avec mon chat devant des séries. Je pense que tous les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle fout à part caresser son chat dans son lit devant des séries, quoi. Et pas grand-chose. Mais parce que quand je fais ça, en réalité, je suis en train de taffer. Et j'ai toujours un carnet à portée de main pour me noter un mot ou deux. Si d'un coup, j'ai un éclair de génie qui me frappe, je vais attraper mon ordinateur et je vais dérouler pendant 20, 30, 1 heure, 30 minutes, 1 heure. Et après, je vais peut-être rien faire pendant 5 jours, mais ce que je fais n'est pas vain. Et en général, quand j'envoie des trucs, et ça, c'était un truc que j'ai découvert quand je bossais chez Mademoiselle, mes articles, c'était pratiquement que des premiers jets. Je ne me relisais jamais. C'était toujours prêt à être envoyé parce que je l'avais tellement pensé, tellement réécrit dans ma tête qu'en vrai, quand je le crache sur papier, c'est bon, il est prêt à sortir. Mon bouquin, Le Grand Mystère des Règles, il y a eu énormément de corrections, de répétitions, de ponctuation et de fautes d'orthographe. Des fautes de premier jet, donc. Voilà. Mais il n'y a pas eu à réécrire la structure et le fond, en fait. On n'a pas modifié de phrase, on n'a pas enlevé de paragraphe. C'est pratiquement juste comme je l'ai sorti, il a été publié, juste corrigé pour qu'il soit plus beau et qu'il n'y ait pas de faute. Et les répétitions, parce que ça, vraiment, j'ai un gros problème avec les répétitions. Mais parce que je l'ai tellement pensé, ce livre, que quand je l'ai écrit, il était prêt, c'est bon. Il aurait pu être publié tel quel. Ok, donc ce que je retiens, c'est que pour réussir à agir, je peux commencer par tuer les bruits parasites que je crée moi-même, qui sont mais de toute façon, à quoi bon, ça sert à rien, t'es incapable, t'es nul. Ça, tu lui fermes sa grosse gueule, parce qu'elle sert à rien, cette personne, cette petite voix de merde, là. Elle ne dit que des trucs pourris qui ne servent à rien du tout. Ok, donc ça, c'est la peur de l'échec. Et la peur de réussite, c'est oui, mais attends, parce que si t'envoies ça maintenant à telle personne et que derrière, il faut retravailler, mais t'auras pas le temps, et c'est commencer à faire des plans sur la comète et de se dire, je suis pas prête pour ce qui peut suivre, donc je ne bouge pas. Voilà. Ok, très bien. Ouais, mais c'est vrai que moi, c'est ce que ça m'a fait quand j'ai envoyé mon bouquin. Je me suis dit, ça y est, j'ai fini. Et après, j'ai compris que non, il y avait les corrections. Correction 1, correction 2, correction 3, correction 1000, la couverture, le machin. Faut écrire la 4e de couve et qu'est-ce qu'on met dans ta bio? Et non, j'ai fini, j'ai donné. Je voulais plus y toucher, j'en pouvais plus, ça me sortait par tous les trous. Et en fait, quand j'y repense aujourd'hui, j'en rigole et j'ai même pas l'impression que ça a duré 2 jours, alors que ça a duré beaucoup plus que ça, tu vois. Mais je me suis mis une telle pression sur le moment, alors que a posteriori, je le referai 53 fois, 1000 fois s'il faut le faire, parce que j'ai kiffé le process et que le résultat, il est tellement agréable, quoi. Donc, go, fonce, défonce tout, t'en bats les couilles, tu fonces tête baissée, tu fais j'ai peur, mais j'y vais! Comme dans une maison hantée. Parce qu'au final, ça va bien se passer. Parce que les maisons hantées, c'est que du faux. Qui fait le process, je vais retenir ça, c'est hyper important. Alors, je vais prendre une petite note parce que en vrai, dans ce podcast, je te pose des questions que tu choisis et j'ai pas trop respecté ça parce que c'était tellement intéressant. Du coup, c'était un peu. Voilà. Mais en même temps, quand je vois. C'est une femme qui m'avait engueulé parce que je m'étais auto-interviewée pour la sortie de mon bouquin. Il m'a dit j'avais plein de questions et toi, je t'ai lancé sur une question et t'as fait tout le discours de A à Z. Je me dis putain. Mais je préfère écouter les gens qui ont des trucs à dire que forcément essayer de les faire rentrer dans un moule. Vraiment, ce serait contre-productif par rapport au concept de ce podcast. Merci de respecter les règles du jeu. Un bon point. Sois un esprit libre, mais dans mes règles, s'il vous plaît. Oui. Moins un point pour l'insolence. T'avais isolé la première fois que tu as dépassé un obstacle et la première fois que tu étais fière de toi. Ouais. C'est quand j'ai eu mon bac. Ah, mais du coup, t'as eu ton bac. J'ai eu mon bac. Ça, c'est le moment de ma vie où j'ai compris qu'en fait, j'étais capable de faire des trucs et qu'il y a eu un déclic et que ça m'a sorti de la merde pour presque toujours. Donc, à quel âge ? J'avais 21 ans. Ma mère a trouvé une autre structure que le lycée autogéré qui s'appelle le lycée du temps choisi
qui est au Gobelin, dans un lycée professionnel. Et je crois que ça existe encore. Hein. Et en fait, c'est un lycée dans un lycée. C'est-à-dire qu'il y a le lycée professionnel avec leur... attends, comment on appelle ? CPE, voilà. Ouais. Et nous, on avait notre CPE à nous, nos profs à nous. C'est juste qu'on avait notre place dans la même structure qu'eux. Mais dans les locaux, quoi. Voilà. Mais c'était pas... On n'était pas du tout avec eux. Okay. Et en gros, leur truc, c'est qu'ils font des programmes de lycée. Donc, tu peux y passer 3 ans, ou tu peux y passer 2 ans, ou tu peux y passer 1 an. Ils t'inscrivent en candidat libre au bac. Donc, ils te dispensent d'EPS de base. Donc, ça, c'est cool. Et ils te donnent des cours, mais en version abrégée. C'est-à-dire qu'on n'a pas autant de cours que dans un lycée classique, parce que c'est fait pour les gens déscolarisés, en phobie scolaire, en difficulté scolaire, qui veulent juste en finir avec leur scolarité, qui veulent passer à autre chose et qui ne sont pas faits pour le modèle traditionnel. Et pour pas être pesant, avoir 4 heures de maths en une journée, puis 2 heures de PS, puis machin jusqu'à 18 heures, parce que moi, ça me rendait malade, je ne pouvais pas enregistrer les informations. Et en gros, ils font une version allégée du programme du bac. Et ils te donnent toutes les clés de méthodologie pour niquer l'académie. C'est-à-dire qu'ils te font un cours... Oui, un cours de méthode, de comment résoudre les exercices de bac. Ouais, et comment faire la meilleure copie pour gratter des points en plus. Parce qu'ils disent, voilà, ils vont se concentrer sur la présentation, donc faire super gaffe à la présentation. Vous faites vos titres avec le genre alinéa, machin, mon cul, genre saut de ligne, tout ça, tout le respect du format, les codes couleurs à employer. L'ordre de démonstration voilà. en maths, lire un barème pour faire les questions qui rapportent les points. Exactement. Donc vraiment, ils te filent tous les cheat codes, en fait. Après, tu peux pas inventer le contenu. Hein. Par contre, si t'as pas révisé, t'es dans la merde. Tu peux faire une très belle copie, mais si c'est pour écrire ta journée chez Carrefour, bah, ça marchera pas. Non, mais c'est vrai que quand t'as les bonnes méthodes, le 10 est à ta portée. Exactement. Je dis pas que c'est facile, mais tu peux réussir à avoir 10 à une copie de bac en n'ayant pas forcément compris le fond. Parce que tu peux faire un petit peu de charabia, mais on verra ta bonne foi parce que tu as fait un truc super bien branlé. Et c'est rien que ça. Les correcteurs, ils ont tellement de torchons et ils en corrigent 40 milliards par jour que quand ils envoient une belle, ils sont contents. Et rien que pour ça, ils ont... ce qui est injuste en réalité, hein, parce qu'il y a des gens qui ont des difficultés d'écriture et qui se font défoncer à cause de ça alors que leur copie elle est très bonne. Mais le nombre de fois où j'ai entendu des élèves à qui on dit mais non mais c'est un torchon, je vais pas noter ça, alors que c'est des gens qui ont juste du mal quoi. Une écriture un peu spéciale. Voilà, ils ont des problèmes psychomoteurs ou alors ils sont juste ils ont des problèmes, enfin je connais pas exactement le nombre des problèmes qui peuvent engendrer ce genre de trucs, mais je sais que ça existe et je trouve ça horrible de disqualifier un élève là-dessus quoi. Mais bon, du coup... Oui, donc effectivement, sur une copie de bac, en général, sur un sujet de bac, il y a 10 points qui se baladent, qui sont pas faciles à obtenir, mais qui sont accessibles. Exactement. Tu vois, une définition, ceci, c'est cela. C'est exactement ce que nos profs nous avaient dit. C'est vraiment genre les niveaux secrets de Mario, quoi. Ouais. Si tu vas au bon endroit, tu peux récupérer des pièces en plus. Et ben là, c'est exactement ça. Et en fait, c'était géré par des profs qui détestent l'éducation nationale. Oups. Voilà. Donc ça, c'était cool. Et qui comprenaient vraiment qu'on en ait ras-le-bol. Donc on avait tous entre 16 et 25 ans, je dirais, dans cette classe. Et j'ai pu faire première et terminale en une année. Parce que du coup, j'avais raté, je m'étais arrêtée à la seconde. Et j'ai séché quand même 50-60% des cours, je pense. Alors qu'il n'y en avait pas beaucoup, hein, mais parce que j'y arrivais pas. Donc j'ai inventé des excuses, je mentais sans arrêt, genre mon père est malade, ma mère elle s'est cassée la cheville, j'ai mal au ventre. Et ils savaient très bien que je mentais, mais ils sentaient bien que c'était parce que c'était au-dessus de mes forces, quoi, j'y arrivais pas. Mais ils m'ont pas lâché. Ils me faisaient des cours de soutien quand même en tête à tête quand j'avais besoin. Ils sentaient que j'étais pas con, que je pouvais y arriver, quoi. Et j'ai passé le bac et j'étais persuadée que je l'aurais pas. Tout le monde dans mon entourage, mes potes, ma famille, tout le monde s'était déjà préparé à mon échec. Tout le monde me disait mais c'est pas grave, au pire tu recommences l'année prochaine. Et je me disais mais je peux pas le refaire. Vous vous rendez pas compte de la difficulté que ça a été d'aller au bout de cette année. Je ne peux pas le refaire. Pour moi c'était si je l'ai pas, je me casse, je vais vivre à Londres, je m'en fous, je deviens fille au père, je deviens serveuse, j'en ai rien à foutre, je sais pas, je pars. J'y arriverai jamais. Et ma mère, elle m'a dit moi je pense que tu vas l'avoir. Et tu sais quoi, j'ai fait un calcul de tête, je pense que tu vas avoir environ 12,75. Je suis ok, ouais. Je sais que ça lui arrive de fumer un peu de temps en temps, mais là, je pense qu'elle avait abusé. Et donc, on va chercher les résultats. J'étais déjà en larmes, il pleuvait, il faisait gris. Enfin, vraiment, la journée de chiasse, quoi. Il était 8h du mat.
Il y avait mon prof de philo qui était mon prof, hein. Prof de philo, prof de lettres, prof de français, parce que du coup j'avais mon épreuve de français aussi. C'était un bac L que t'as fait? Ouais, j'ai fait un bac L évidemment. Et donc ce prof qui était le prof de toutes les catégories littéraires en gros, et la CPE était là. Et genre je me cherche et je me vois nulle part. Et en fait je regardais sur les recals quoi, et les rattrapages. Et à un moment je regarde les admissions et je fais putain de merde je l'ai eu. Putain de merde, j'ai une mention. J'avais une mention assez bien et j'avais 12,75. Et j'ai regardé ma mère, j'ai fait sorcellerie. Et vraiment, je me suis retournée et ma CPE et mon prof de philo, j'aurais dit j'ai mon bac avec mention. Et ils m'ont dit quoi? Et ils sont allés voir et ils font mais tu te fous de ma gueule. Et mon prof de philo, il avait 4 ans de plus que moi, je crois, donc on s'entendait très bien. On était vraiment potes. Et il fait mais quelle arnaque! Mais quelle putain d'arnaque! Il fait mais va récupérer ta copie de philo, je veux la voir, parce qu'en plus je n'avais jamais rendu une seule disserte de philo de toute l'année, j'en avais pas fait une seule. La seule et unique que j'ai faite dans ma vie, c'est quand j'ai passé le bac. J'avais pas lu les bouquins qui étaient au programme en lettres. Pour le bac oral, le français, il y avait une trentaine de textes. Le mec, il savait, j'en avais lu aucun. Le mec, il commence à feuilleter les trucs en disant alors qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, Jacques le Fataliste. Et là, j'ai fait oh! Il m'a dit quoi, vous aimez bien? Je fais ouais, c'est un de mes bouquins préférés, ce qui était vrai à l'époque. Et il fait oh, bah pour une fois qu'il y a quelqu'un qui aime bien Diderot. Et du coup, juste coup de chatte. Et on a pu parler de Diderot pendant 1 heure. Et pour l'épreuve de lettres, c'était sur Les liaisons dangereuses. Un de mes films préférés, c'est Sexe en tension. Et du coup, j'ai eu mon bac grâce à ça. Parce que tout ce que je savais des liaisons dangereuses, c'était ce que j'avais vu. Bon, j'avais vu le film avec John Malkovich et tout aussi, mais une fois, alors que Sexe Attention, je le connais par cœur. Et j'avais vaguement lu un passage au pif dans le bouquin où ça parlait de rouge et noir ou je sais pas quoi. Et la question portait sur la symbolique du rouge et le noir dans le bouquin. J'ai fait non, mais sérieusement, j'ai vraiment la plus grosse chatte du monde. J'ai eu 17 en lettres, j'ai eu 14 en philo. J'ai tout éclaté. Et vraiment, là, je suis restée mais sur un nuage pendant des semaines. Et je me suis dit, mais je peux faire ce que je veux. C'était le bac de quelle année? C'était... Alors, attends, j'avais 21 ans, donc j'ai eu 20 ans en 2007... Attends, qu'est-ce que je dis? Oui, j'ai eu 20 ans en 2007. J'ai eu 21 ans en 2008. Et donc, c'était l'année scolaire 2008-2009. Donc, c'est le bac 2009. Ouais, bac 2009. Putain. Félicitations. Merci. Mais vraiment, je te jure, je ressens encore le frisson de cette victoire de putain, j'y croyais tellement pas. Et personne, à part ma mère, n'y croyait, quoi. C'était ouf. Les autres questions que tu avais isolées, vite fait. Alors, c'est un peu paquet, j'ai l'impression. La première fois que tu as voulu abandonner, tu l'as mis avec. La première fois que tu as envie de fuir, de disparaître, de tout arrêter. Ouais, ça, c'est le fameux épisode dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, de quand j'avais 12 ans. La première fois où j'ai vraiment eu envie de mourir, sincèrement. Et que je me suis mis une machette, la pointe d'une machette sur le bide, prête à appuyer en me disant en fait, il n'y a pas d'autre solution, quoi. À cause du harcèlement scolaire que tu À cause du subissais. harcèlement scolaire. Et du fait que j'avais un beau-père qui ne m'aimait pas du tout et qui faisait semblant de m'aimer devant ma mère, mais qui n'était pas du tout prêt à être beau-père parce qu'il avait lui-même des problèmes avec sa fille qui n'étaient pas réglés. Et du coup, il m'a un peu fait porter le chapeau. Enfin, il s'est un peu vengé sur moi de tout ce qu'il n'a pas pu régler avec sa fille. Et il était odieux et merdique. Il a vraiment déconné sur 1000 trucs. Il était maladroit. Il n'était pas fait pour ça, quoi. Ce genre de mec à me dire plusieurs fois change de pièce, j'ai pas envie d'être dans la même pièce que toi, va dans ta chambre. Je lui ai demandé 2 € une fois pour régler mon amende à la bibliothèque. Il m'a dit bah, t'avais qu'à faire attention à ton argent de poche. Mais connard, j'ai 11 ans, quoi. Tu peux bien me donner 2 €? Abruti. Ah, bref. Qui me forçait à manger des œufs avant d'aller à l'école alors que j'aimais pas ça et du coup j'étais en retard et après je me faisais punir parce que j'avais été en retard et que je m'étais fait têche du cours. Enfin, tu vois, des trucs vraiment vicieux, quoi. Et je me suis dit, mais, j'ai pas de répit au collège, j'ai pas de répit à la maison, j'ai pas de potes. J'avais une vague amie qui vraiment était... elle se servait un peu de moi parce que j'étais sa seule amie. Donc elle abusait un peu du pouvoir qu'elle avait sur moi. Je me suis dit, à quoi bon, quoi? Vraiment, je n'ai pas envie. J'ai pas envie de continuer. Et sauf que mes parents sont rentrés, ma mère et mon beau-père sont rentrés des courses à ce moment-là. Et j'ai raccroché la machette, et j'ai repris ma BD, je suis retourné dans le canapé, j'ai fait bonjour, comme si de rien n'était. Et c'est là que je me suis dit, pas sur le coup parce que j'en avais pas conscience, mais quand j'y repense, je me dis, il y a vraiment un gros problème pour qu'une enfant de 12 ans ait ce geste-là.
Et ensuite, mais sans larmes, sans douleur, ni rien. Vraiment, juste, c'est une évidence. Il faut que je le fasse. Voilà. Et que elle switch parce que les parents rentrent et genre, salut, tout va bien, sans rien montrer de ce mal-être-là. Je pense qu'ils vraiment, ils avaient aucune idée de la profondeur de mon mal-être à ce moment-là. Et ça a été la première fois, mais loin d'être la dernière, où j'ai vraiment eu envie de crever, mais très profondément, quoi. C'est aussi ce jour-là, le jour où tu t'es fait peur ? Non, ça m'a pas fait peur sur le moment. Ça m'a pas fait peur. C'est mes épisodes psychotiques qui m'ont fait flipper. Où là, vraiment, je me suis fait peur. Parce que je me suis dit, je suis en train de devenir maboule. Et donc, je suis allé voir un psychiatre suite à ça, qui m'a dit, effectivement, il y a un terreau fertile pour les épisodes psychotiques et les névroses et tout ça. Il faut vraiment faire gaffe parce qu'il y a des très gros antécédents psychiatriques dans ma famille. Donc, on est toujours un peu sur le fil, tous là. C'est pour ça qu'on est une famille. Notre groupe Facebook de famille s'appelle Radio Maboule. C'est pas pour rien, c'est parce qu'on est vraiment une famille de Maboule. Et ma relation avec mon père à ce moment-là était vraiment c'était très, 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 très compliqué. Et ma mère me voyait sur le fil et elle se demandait de quel côté j'allais tomber. Et en même temps, elle ne voulait pas trop me retenir parce qu'elle savait que ça pouvait avoir l'effet inverse. Donc elle était vraiment juste comme ça, prête à me rattraper à tout moment. Elle a vécu des années infernales à ne pas savoir si j'allais tomber du côté sombre ou du côté obscur ou du côté de la lumière. Et là, ouais, j'ai vraiment flippé. J'ai vraiment eu peur. Parce que je pensais pas que j'allais en sortir, quoi. Je ne voyais pas d'issue possible. Le bonheur, pour moi, c'était un truc qui existait que dans les films. Ça ne m'arriverait jamais. Je ne connaîtrais jamais ça. J'avais aucune valeur. J'étais nul à chier. Il n'y avait rien à récupérer chez moi. Et je me fantasmais limite en HP ou en prison, quoi. Ça, c'était il y a un peu plus de 10 ans ? Ouais, c'est ça. Alors aujourd'hui, comment ça va ? Bien. C'est pas encore gagné, hein. Vraiment, c'est loin d'être gagné, mais c'est à côté de ce que j'ai vu. Ouais, ça me fait bizarre quand tu me dis 10 ans, parce qu'en fait, c'est pas si vieux que ça, quoi. Putain, ouais, non, en fait, ouais, ça va. À la lumière de tout ça, si en 10 ans, j'ai pu m'éloigner de tout ça, oui, c'est que ça va très très bien, même. C'était quand le jour où tu as pris conscience de ta voix, de ton pouvoir, de ton impact ? Quand j'ai commencé à bosser pour Mademoiselle. Et que j'ai commencé à avoir des fans, et qu'on a commencé à me reconnaître dans la rue, et à me remercier pour ce que j'écrivais. Et là, je me suis dit, wow, grand pouvoir, grande responsabilité, tout ça. Ça me fait un peu flipper. Et en même temps, je me suis dit, putain, en fait, à la base, j'ai commencé à raconter ma vie sur Mademoiselle pour des raisons extrêmement égoïstes et nombrilistes. Regardez-moi, parce que j'ai été ignorée et mise sous silence pendant tellement longtemps que là, enfin, on allait m'écouter. Il y avait des gens qui me donnaient une plateforme pour raconter ma vie et parler de tous les trucs dont personne ne voulait jamais entendre parler. Donc c'était vraiment juste de la reconnaissance et pour nourrir mon ego. Et je me vexais quand je voyais dans les commentaires « Oh ouais, j'ai trop l'impression de me lire. Oh, j'aurais pu écrire pareil. » Je me disais « Comment osez-vous ? Je suis unique. Ça va pas à la tête. Je ne traîne pas avec la plèbe. » J'ai vraiment eu des réactions de connasses, mais parce que je me suis tellement construite là-dessus après le collège et le lycée que si on m'enlevait ça, j'avais rien d'autre. Si j'étais pas la torturée chelou qui a souffert et qui vit dans la noirceur absolue, qui je suis, comment je me débarque. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était pas ça, se démarquer du tout, et que c'était pas le plus important. Et qu'au contraire, trouver des gens avec qui tu peux dire « toi aussi, hein, on se comprend », c'est vachement plus précieux qu'être tout seul sur sa montagne en train de dire « Moi, je sais. Moi, vous savez pas, moi, je sais. » Mais c'est bien, tu veux en parler avec qui ? Avec moi. C'est nul. C'est ça la vraie clique en fait, c'est les gens avec qui t'as quelque chose de profond en commun. Mais c'est ça, et du coup au fur et à mesure j'ai vu à quel point ça faisait du bien aux lectrices de Mademoiselle de s'identifier à quelqu'un, alors que vraiment le truc qui revenait le plus souvent c'est « Putain, je pensais être la seule ». Et ben non, en fait on est 10 milliards, on est hyper nombreuses et nombreux à vivre tout un tas d'expériences hyper similaires, donc on les vit différemment, ça évolue différemment, et on est des personnes uniques à part entière, constituée de plein de trucs différents, mais on a plein de trucs en commun avec les gens qui nous entourent. Et c'est vrai que de faire ça sur Mademoiselle, ça m'a... Au début, ouais, j'étais vénère, et puis au fur et à mesure, c'est pour ça que j'avais créé le personnage de Hippie Jack à l'époque, où je faisais des articles de développement personnel, parce que je me dis, mais putain, si ça peut m'aider à grandir avec d'autres gens, où on s'entraide les uns les autres, c'est mortel, parce que du coup, ça me fait du bien à moi, mais en plus, ça fait du bien à d'autres gens, donc c'est tout bénef. Et c'est comme quand tu donnes de l'argent à la SDF.
Les gens en parlent comme un truc hyper désintéressé. Mon cul, c'est jamais désintéressé. Quand tu donnes de l'argent à SDF, tu te sens bien. Tu te sens comme une bonne personne. Et en même temps, tu as fait plaisir à quelqu'un qui est vraiment dans le besoin. Et c'est difficile parce que je viens de comparer du coup les lectrices de Mademoiselle à des SDF. Je sais pas, c'était pas la démarche à la base. Mais tu vois, ce truc de je donne et en même temps, je prends une satisfaction personnelle du fait d'avoir fait quelque chose de bien. Et ça, c'est un truc dont on parle peu. Et je trouve qu'on devrait plus en parler de cette satisfaction. Et en fait, c'est pas... L'assumer, parce que tu fais de mal à personne. Exactement. En fait. Au contraire, si tu te fais kiffer, si tu te branles en disant « je suis trop une bonne personne », en ayant fait un truc de bonne personne, bah go. Tu vas pas en plus te dire « non, mais c'est rien, non, mais vraiment, vous savez, moi, j'y réfléchis pas ». Mais ta gueule, arrête de faire... Surtout que si t'attends que les autres expriment une gratitude ou une reconnaissance, donc ça, tu vas attendre longtemps. Exactement. Donc, non, je vais pas tweeter à chaque fois que je donne 5 € à un SDF parce qu'il faut pas déconner non plus. Mais je trouve ça cool de dire j'ai fait quelque chose de bien et ça me fait du bien. Et il est où le mal là-dedans ? Je suis contente que tu parles de Mademoiselle et comme le moment où tu as compris ton pouvoir et ton impact, parce que moi, tu m'as beaucoup marqué sur Mademoiselle. Vraiment, les premières fois où on s'est vu, j'étais trop impressionnée. J'étais là. Je me souviens. Mais je me souviens de nos premiers échanges de mails quand tu nous envoyais tes chroniques sur la présidentielle. Putain, tu me faisais délirer. Et vraiment, avec Fab, on s'est regardé en disant il y a une perle là. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose. Il faut pas la laisser passer celle-là. Parce que c'était trop bien, quoi. J'avais été soufflée. Moi, alors, je vais te citer mon top 3 de tes articles. Oh c'est très différent, tu vas voir. Ça va te faire triper, je pense. Attends. J'essaye de faire un... Comment on dit en sport, là un... Pari... Ouais, non, un... Merde. Pronostic, voilà. Alors, ça, c'est sûr. Ça... Ok, vas-y, dis. Toi, vas-y, dis. Ah non, je te dirais. Donc, en 3e, tiens, va t'en mettre. L'addiction au labello. Merde. Alors, j'avais pas vu lire celle-là. Parce que c'était effectivement très symptomatique de ces trucs insignifiants de la vie de tous les jours que j'aurais jamais remarqué. Ouais. Et auxquels j'aurais jamais accordé d'importance. Et tu avais une façon de raconter les histoires et à donner de l'importance à du relief, à des choses qui pouvaient paraître insignifiantes. Alors qu'en plus, c'est un vrai truc. C'est-à-dire que si tu n'arrêtes pas de te foutre du labello, en fait, tu vas pas pouvoir t'en passer. Exactement. Et c'est hyper énervant. D'ailleurs, scoop, je m'en suis toujours pas... c'est toujours pas fini. Voilà. Chaque hiver, quand je sens que je tombe dedans, ah mon Dieu, faut que je... c'est une catastrophe. Donc, et t'en avais fait plein des articles comme ça, mais c'est celui qui m'a le plus parlé. En numéro 2, je suis arabe et je ne vous veux aucun mal. Ah, j'avais oublié ça. Et je sais pas comment t'as publié cet article. C'était très très bien. Donc c'était au lendemain des attentats. Alors c'était l'agression... Oui, c'était Mera. C'était Mera, ouais. Et putain, cet article, il était magnifique. Et c'était une voix qui manque tellement, en fait. Tu sais, en fait, c'est les voix qu'on n'entend pas. Ouais. C'est les voix du vivre ensemble et de... vraiment, on arrête d'avoir peur les uns des autres. Et t'écris ça 5 ans avant le 13 novembre, et avant Charlie Hebdo, avant le 13 novembre. Et c'est... vraiment, moi, je sais que je suis jamais tombée dans cette peur de l'autre grâce à des textes comme celui-là, en fait. C'est pour ça que vraiment, je l'ai en très très haute estime. Merci beaucoup. Merci. Et je l'ai écrit en chialant, cet article. Je suis arrivée un matin, j'étais en larmes, et c'est Fab qui m'a prise dans son bureau et qui m'a dit faut peut-être que t'en fasses quelque chose. J'ai dit j'arrive pas. Il fait non, mais pose-toi et écris. Qu'est-ce qui t'énerve? Pourquoi t'es vénère? Pourquoi t'es... Donc j'ai craché tout ça dans son bureau, puis après je suis allée m'asseoir et j'ai défoncé ce truc-là. Et il m'a dit top, on publie. Point. Non mais parfait. Et numéro 1, je le cite très régulièrement, le harcèlement de rue, cet épisode de banalité. Mais putain, j'avais pas vu venir. Fou, hein. Mais celui-là, il est pareil, c'est un fondateur de la ligne édito de Mademoiselle. Ouais, c'est ce que Fab me rappelle souvent. C'était la première à avoir fait cet article à une époque où personne ne mettait ce mot-là sur ce phénomène. Je raconte aussi beaucoup l'histoire que Fab m'a racontée, qui était, lui, vous vannait un petit peu en disant « Oh là là, c'est des compliments !» Et pareil, vraiment, tu te tais, je t'explique. Je t'explique. Et je raconte ça à tous les gens qui disent « Mais en fait, si vous avez un homme à la tête du magazine, ça peut pas marcher, parce qu'en fait, il connaît pas. » Et je fais « Vraiment, tu connais pas les meufs de ce magazine qui ne se laissaient pas... » On lui a bien défoncé la gueule à chaque fois qu'il disait un mot de traviole, il s'en prenait plein la poire, quoi. Et lui, de cette attitude de ne pas venir dire derrière non, en fait, je sais, c'est vous qui avez tort, mais plutôt dire ok, en fait, vas-y, raconte, explique. Oui, en fait, il voit une voix, 2 voix, 3 voix qui s'élèvent, il fait ok, donc là, il y a 4 personnes qui sont en train de me soutenir mordicus que j'ai tort. Peut-être que finalement j'ai tort.
Et c'est un réflexe qui est vraiment pas con. Et finalement, il y a plein de fois, plein d'articles qui sont nés comme ça, où j'aurais dit, ouais, je sais pas. Et là, t'as tout le monde qui fait, bah si, en fait. Et qui se dit, attendez, ah bon? Il y a toute l'équipe qui, bon, ok, très bien, je ferme ma gueule, faites-le, on va voir. Je sais pas si tu te rends compte, mais t'écris ce texte donc en 2012, août 2012, la première date de publication de cet article. Ouais. Et février 2017, le harcèlement de rue entre dans la loi, le fameux texte contre dans la sécurité dans les transports, et tout ça en 5 ans. Alors moi qui ai étudié les politiques publiques, vraiment 5 ans c'est un temps record. Oui, non, c'est clair. C'était la première pierre de ce processus, franchement. En vrai, non, je suis pas la première. C'est Sophia Peters en Belgique. Exactement. Mais il faut bien, en fait, oui, celle qui fait ça, c'est la première vidéo, c'est ça. En fait, derrière, il faut que des gens récupèrent et on fasse quelque chose d'autre que, regardez, on n'avait pas dit qu'il y avait un problème avec les Noirs et les Arabes. Si, on va l'a bien dit. Hein. Oui, tout à fait. Non, c'est vrai qu'on pouvait pas se rester juste sur ce truc-là. Mais c'est vrai que la première fois qu'on a vu le terme harcèlement de rue dans les médias, c'est quand sa vidéo est sortie. Et que là, je me suis dit, oui, il y a peut-être un créneau à prendre. Et ça a été le moment où moi-même, j'ai pris conscience qu'en fait, ce que je subissais tous les jours, c'était pas normal. Et je dis, ah ouais, attends. Mais en fait, ça m'énerve. Mais en fait, ouais, ça me fout les boules. En fait, j'ai envie de tous les tuer. Ok, on va en parler. Vas-y, c'était quoi ton top 3? Putain, alors moi, j'avais Baftiang. Ah, c'est le préf de tout le monde. Bah ouais. Je suis désolée, moi pas. Mais non, mais du coup, je préfère. je trouve ça, tu vois, j'étais ouais, non, c'est bon, vas-y. Mais ça fait partie de ces histoires du quotidien que je te disais, oui, tu sais très bien les raconter, et je l'aurais mis dans la catégorie du labello, tu vois. Ouais. C'est l'ordinaire exceptionnel. Mais ça me rassure vachement que tu dis ça, parce que mon prochain challenge, donc pas pour tout de suite, mais dans les années à venir, c'est de me mettre à la fiction. Et c'est dur, et j'ai l'impression de ne pas savoir raconter d'histoire. Mais tu plaises. Et du coup, voilà, tu me racontes ça, je fais. En fait, je suis peut-être pas si con que ça. Tu m'insupportes. Tu vois ce que femme a suivi pendant des années. Mais maintenant, j'en prends conscience plus vite, tu vois. J'arrive plus vite. Attends une seconde. Peut-être que la première voie, c'était pas la bonne. La confiance est un muscle qui se travaille. Exactement. Donc, ouais, j'avais Baftiang en tête. J'avais mon agression. Parce que c'est le truc qui m'a fait complètement décoller et sortir de la sphère Mademoiselle, et qui fait qu'il y a des gens encore aujourd'hui qui me disent oui, je t'ai découvert à cause du truc qui était arrivé. Ils n'arrivent pas. Genre vraiment, ils ont du mal à me dire mais ouais, tu te rappelles quand tu t'es fait péter la gueule, c'est grâce à ça que je te connais. Alors que je le vis très bien, hein, mais je comprends leur pudeur. Et j'allais dire l'autre parce que dans mon souvenir, c'était celui qui avait le plus de big up. C'était ma lettre à Colonel Rayel. Ah oui. Je me souviens qu'il était toujours dans mon top. Et je me disais, putain, j'ai écrit des trucs plus importants que ça quand même. Mais bon. Quoique, non, si, j'ai quand même défendu les discours sur l'avortement. Mais après, j'ai dit des conneries sur Mademoiselle aussi. Hein. Notamment sur le terme Mademoiselle. J'ai écrit une longue tribune contre la suppression du terme Mademoiselle des formulaires administratifs. Et je veux pas qu'on l'enlève, cet article, parce que pour moi, je veux que mon cheminement soit public. Je veux pas dire non, mais j'ai la science infuse, vraiment, je pense les mêmes choses depuis 10 ans. Je suis née parfaite. Voilà, je le pensais avant tout le monde. Non, je dis de la merde, j'ai dit de la merde, j'en dis encore, j'en dirai encore. Et je veux surtout pas qu'on m'enlève mon droit à dire de la merde. Par contre, oui, si j'en dis, dites-moi que j'en dis. Dites-moi pourquoi j'en dis, et je ferai tout mon possible pour ne plus le faire et corriger. Tu vois, petit à petit, je corrige. Mais pitié, n'attendez pas de moi que je dise pas de merde, quoi. Mais c'est un truc que j'appréciais énormément dans tes articles et toute la période pendant laquelle tu as contribué sur Mademoiselle. Hein, c'est le côté... Mademoiselle, c'était un magazine d'opinion. Et enfin, c'est toujours un magazine d'opinion, hein, je trouve. Hein, mais de venir... voilà ce que je pense, voilà mon expérience, voilà ma vie, voilà ce que je pense. Et sans prêter autre chose que de l'expérience et de l'opinion, tu vois. Ouais. Et moi, je me bats toujours aujourd'hui, mais on n'a plus la même audience. Et il y a plus de pression, du coup. Mais je me bats toujours pour que ce soit lu comme ça, ce soit lu comme... En fait, c'est mon avis. Et je le masque pas. Je signe Clémence Bodoc, je dis je dis personnellement. Et je ne vous fais pas des tournures passives avec des on peut penser que et on devrait dire que. Mais ça passe plus, ça. Et ça n'est pas une... Enfin, je ne suis pas en train de vous expliquer quoi penser. Je suis en train de vous dire... de vous communiquer ma pensée, ce qui est totalement différent. Donc je suis pas dans cette démarche de j'ai raison ou j'ai tort, je fais des erreurs, je sais juste ou c'est faux, mais plutôt voilà ce que je pense et vous, qu'est-ce que vous en pensez. On avait cette discussion à midi avec les filles de la rédac où je leur disais mais moi j'écoute Nadia Dame et un jour sur 3 je trouve que c'est fantastique ce qu'elle a fait et j'ai envie de lui envoyer des bouquets de roses à son bureau. Un jour sur 3 je suis tellement pas d'accord avec elle que vraiment j'ai envie de Europe 1 supprime, mais bien sûr que je ne fais pas ça. Bah non, mais encore heureux qu'on peut ne pas être d'accord avec des gens, quoi. Et un jour sur 3 c'est ah ouais. Et en même temps,
Je viens de Ah voir non, mais Macron, tu vois, c'est ça qui me quoi. rend ouf, c'est qu'à partir du moment où les gens ont été d'accord avec toi un certain nombre de fois d'affilée, le jour où ils sont pas d'accord, eh ben, ils vont te le reprocher, C'est te le toi qui mettre en déconnes. pleine gueule, et c'est de ta faute. Tu dis, mais putain, en fait, je t'ai pas imposé ces attentes que tu as de moi. Je comprends qu'en ayant la notoriété que j'ai et en m'étant positionné sur certains sujets, on attend un truc de moi et on a une image de moi qui est ce qu'elle est, mais c'est pas ma responsabilité de vous décevoir ou de vous satisfaire, en fait. Je suis un putain d'être humain à l'échelle humaine. Je suis une chiure de mouche posée sur une crotte de nez. Je suis rien du tout. Avant moi, il y a eu 10 milliards de trucs. Avant moi, il y en aura encore 10 milliards et on se souviendra pas de moi. Et c'était tant mieux, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait eu des choses 1000 fois plus importantes qui sont arrivées. J'ai pas la vocation d'être un personnage historique inoubliable. Loin de là. C'est beaucoup trop de pression. et ça me rend ouf que les gens se retournent à ce point contre toi parce que d'un coup, ils sont plus d'accord avec toi. Alors que peut-être pendant un moment, on a avancé en parallèle et en fait, on va dévier parce que les parcours sont différents, les opinions sont différentes et c'est pas grave. À ce moment-là, tu me laisses de côté, tu m'unfollow, tu me vires, tu dis bon, je suis plus d'accord avec, ça colle plus du tout avec mon opinion. Je vais arrêter de lire ce qu'elle fait, de soutenir ce qu'elle fait, puis je vais me trouver d'autres gens à lire et à soutenir et à aimer et tout ça. Et j'ai pas besoin qu'ils me signalent que leur désamour désaccord, pour moi, ouais. en fait. Ou alors en plus, ils peuvent être d'accord avec toi sur certains points et en Ben ouais. désaccord avec d'autres. En fait, Voilà, c'est comme ça toi qui est avec Nadia, enrichissant. et moi je m'en branle qu'un jour tu me dises ah ouais, non, franchement, sur ça et ça, j'étais d'accord avec toi, et là-dessus, pas du tout. Bah, c'est pas grave. Bah, vraiment, ça non. Franchement, on a le droit de pas être d'accord, et c'est même sain. Heureusement qu'il n'y a pas une pensée unique. On en revient au poids des attentes. On a commencé ce podcast en parlant des attentes que ton père avait Bah ouais, et projetées voilà, sur moi toi. en fait, je me suis porté ça toute ma vie, c'est bon, c'est pas pour me le coltiner encore. Exactement. C'est un autre poids à s'enlever, je pense, Ouais. qui bloque le faire. C'est en fait, si tu fais en projetant les attentes des autres, c'est comme si tu levais toi-même le mur devant Bah toi. ouais. à Et surtout, devoir ce que je sauter. fais, c'est pas honnête, et je le sens bien quand je commence à écrire en me disant ah, mais attends, si j'ai dit ça, les gens ils vont penser ça, mais alors attends, ça s'adresse à qui? Ouais, alors eux ils vont vouloir que je dise ça. Et mon texte il ressemble à que dalle, il a pas de colonne vertébrale, il a pas de tripes, c'est une espèce de silhouette en polystyrène, il y a rien, quoi, pas de chaleur, c'est pas moi. Et. C'est hyper difficile de se détacher de ça. Il y a plein de moments où je me dis allez, vas-y, go, je fonce, et je me relis et je me dis ah non mais voilà, ça, cette phrase ils vont pas aimer, cette formule ça va pas passer, et je me censure de ouf, et malgré ça je m'en prends plein la gueule. Donc du coup je vais arrêter de me censurer, et au moins je saurai pourquoi je m'en prends plein la gueule, quoi. Exactement. J'ai fini par faire ce chemin aussi. En fait. Bah. C'est de me dire waouh, c'est. D'abord, j'écris pour moi ce que j'ai à dire, et ensuite on relit ensemble. Et Ouais. on a maintenant, parenthèse, je couperai, une technique de relecture de FDP avec Mimi, où en fait on s'amuse à prendre la pire capture d'écran possible, mais la plus FDP possible. Donc tu sors une phrase de son contexte, vraiment la pire capture d'écran possible. Ensuite on la balance au reste de la rédac en disant vous êtes d'accord ou pas avec ça? Ça sort sur Twitter, vous êtes d'accord ou pas? D'accord. Et on voit ce que disent les gens en disant contexte, non, pas de contexte. Pour ou contre? Tu me lapides ou ça passe, c'est tu vois? malin. Et en fait, selon ce que disent les gens, souvent on change un mot ou on déplace la virgule et ça fait. Là, si tu déplaces la virgule, je suis d'accord. Je fais OK. Du coup, je déplace la virgule. Et voilà, on part du principe, c'est un peu une technique audit de maîtrise des risques, tu vois. C'est pas infaillible parce qu'il y a. Ça, parfois, c'est un autre screen qui va être fait, tu vois. Mais on a essayé entre nous de se dire vas-y, le truc le plus pété. Je veux te faire du mal, je veux te sortir tes propos de son contexte. Qu'est-ce que je fais, tu vois? Là, tout à l'heure, je coupe, tu vois. Je coupe la partie où tu fais la comparaison avec les fusillades aux États-Unis. Si tu veux, je coupe. Parfait, je coupe. Et je balance sur les réseaux sociaux. Jack Parker, excusez Ouais, moi je fusillades. comprends, y a pas de souci. Franchement, si j'avais eu un AK, je l'aurais fait aussi. Hein. Voilà, je te l'offre celle-là. On la garde. Il est temps de conclure cette. Oui, putain, ça fait 10 millions d'années, j'ai tellement parlé. De ce que je veux faire en termes de durée, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que. On a décidé qu'on allait désobéir et pas respecter les règles. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné? Sois mystérieuse. Ok, qui t'a dit Mon ça? père. À quel âge t'as dit ça? Toute ma vie. Sois mystérieuse. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire ne dévoile pas trop de choses de toi parce que les gens vont l'utiliser contre toi. Parce que s'ils voient tout d'un coup, il n'y a plus rien à voir après. Il fallait vraiment que j'ai cette aura de genre qui était-elle, elle m'intrigue, fille de film, quoi. Et sauf que j'ai fait l'inverse. Mais j'ai fait tellement l'opposé. Et T'avais un pseudo, c'était mystérieux. ouais. Je montrais pas du tout ma gueule dans chaque article et à chaque occasion parce qu'en plus n'importe quoi. Franchement, sur Mademoiselle, il y a eu ma gueule 10 milliards de fois tellement je voulais qu'on me voie, quoi. Et ça, heureusement, mon père n'a eu internet que genre sur les 2 dernières années de sa vie, je crois.
Et à l'époque où j'écrivais pour Mademoiselle, il l'avait pas. Donc il savait ce que je faisais, globalement il se visualisait. C'était abstrait, ouais. Voilà, c'était abstrait et il voyait pas. Et heureusement, parce que vraiment, il aurait tellement pas apprécié. Parce que toute ma vie, il m'a dit, ne parle pas trop, ne dévoile pas trop de choses, parle doucement, sois élégante, ne regarde pas trop dans les yeux, ne te laisse pas approcher. Machin. Et genre vraiment, c'est le cliché de la femme fatale mystérieuse, Oui. quoi. Et bah non, je suis l'inverse. Alors que je me suis moi-même fantasmée dans ce rôle pendant longtemps. Quand je visualisais le truc et je fais ouais, grave, je vais être dans un coin du bar, dans la pénombre, dans la fumée de ma cigarette. Et on viendra me dire comment t'appelles-tu, je dirais devine, et je partirais dans un volute de fumée. Sauf que bah non. Je dis je m'appelle Taous et les gens ils font voilà. Ma vie est fondamentalement différente. Après Taous, c'est mystérieux comme prénom, hein, bon. C'est fou, ce conseil, je trouve, c'est un vrai cliché sexiste, tu sais. Ouais. T'as pas assez de profondeur, Mais ouais. donc cache. Ouais. Et bah, t'es tout le contraire, meuf. Hein, Bah, t'as une grave. richesse infinie. Donc, Bah, ouais. c'est quel gâchis si Et t'étais restée maintenant, mystérieuse. même là, quand je vois tout ce que j'ai raconté de ma vie, il y a encore tellement de choses que les gens savent pas. Et ils font souvent l'amalgame. D'ailleurs, j'ai remarqué, il y a plein de gens qui pensent tout savoir de ma vie. Et ça me fait marrer parce que je me dis, bah, en fait, vous en avez aucune idée de mon quotidien, quoi. Parce que je vous donne des petits bouts, des petits machins, et je suis toujours honnête dans ce que je donne, par contre. Je n'invente jamais de vie, je me donne jamais une image, je me donne jamais un genre. Tout ce que je montre de moi, c'est 100% sincère, honnête et authentique. Mais derrière... Oui, c'est la partie émergée de la Bah l'iceberg. ouais, heureusement. Heureusement que je garde des trucs pour moi aussi. Et il y a plein de gens que j'expose pas parce que moi, je choisis de m'exposer, mais je vais pas faire des stories Instagram quand je suis avec mon mec ou avec mon meilleur pote ou tout ça parce que eux, ils ont pas demandé à être dans mes stories et à être autant exposés que moi et ils gèrent leur image différemment. Est-ce que Oscar a ton consentement? Oscar. Est-ce que t'as le consentement d'Oscar? Pardon, je l'ai refait. Oscar, c'est une extension de moi-même. Spéciste. Donc du coup, elle a la même conscience que moi. On a une conscience commune, c'est le hive mind, tu vois. On fonctionne pareil. Là, par exemple, je suis en train de faire des gestes, elle est en train de faire les mêmes à la maison. C'est exactement sûr. pareil. Je lève la patte, elle lève la patte. Donc du coup, si je suis d'accord, elle est d'accord. Merci beaucoup, Taous. Merci à C'était toi. fou. Merci. Donc, on peut te retrouver en librairie. Oui. Donc, tu viens de sortir cet ouvrage collaboratif, ce recueil de lettres à l'ado que j'ai été, Ouais, chez chez Flammarion. Flammarion. Mais tu as aussi Le Grand Mystère des Règles, Chez Flammarion également. D'autres projets à venir, peut-être? Oui, Oh. normalement, il y en a un autre chez Pygmalion à la fin de l'année. Sur un thème encore plus niche que les règles, à savoir la sorcellerie moderne. Ah, trop bien. Voilà. Oui, parce que tu as une newsletter. Tout à fait, qui s'appelle Witch Please, Voilà. mais que je vais arrêter, donc c'est pour ça que je préviens, parce que ça me coûte 50 balles par mois que je n'ai pas, malheureusement. La dure vie d'artiste, et du coup, Scoop, vous l'aurez entendu ici en premier, je vais arrêter Witch Mais Please. t'as pas mis en place un Tipeee pour que les gens puissent... Si, mais c'est pas assez. Ça marche pas. Ok. Non, parce que en fait, Tipeee, ils prennent un pourcentage qui est quand même pas... et bon, bah, je suis quand même à 50 € près très souvent, donc pour l'instant, c'est pas trop envisageable, malheureusement. Et donc, en ce moment, tu vis de l'écriture? Oui, du RSA. L'écriture et le RSA, globalement. Tu as une vie de saltimbanque Complètement. moderne. Voilà, mais je sais pourquoi. Donc du coup, quand j'en chie, je sais pourquoi j'en chie et c'est vachement plus facile à accepter. Et j'ai surtout un bon système de soutien moral et financier. C'est-à-dire que ma mère, si je l'appelle en disant franchement là, je suis à moins 12 000, elle va me dire ok, pour cette fois ça va, parce qu'elle considère qu'elle fait du mécénat. Parce qu'elle sait que je bosse. Je suis pas, elle me file pas de la thune juste parce que je branle rien. C'est parce que je bosse comme une tarée et que malheureusement, c'est un milieu dans lequel il faut taffer longtemps avant de pouvoir vraiment bien gagner sa vie. Mais voilà, je sais pourquoi je le fais. Du coup, je le vis bien. Eh bien, vraiment hâte de découvrir la suite de tes projets. Merci. À très bientôt pour un prochain épisode. Oui. L'année prochaine, hein, je suis sûre. On Mais pourra oui. faire une mise à jour, sans problème. 2 par an à peu près, je vais en sortir. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci à toi. Bisous. Bisous. Sois gentille, dis merci, fais un bisou, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires sur mademoiselle.com, sur YouTube ou encore sur iTunes avec 5 étoiles. Ça me fait plaisir et ça permet au podcast de gagner en notoriété. Sois gentille, dis merci, fais un bisou, reviens chaque jeudi sur Mademoiselle.